Je vous remercie. Merci beaucoup Benoît Leblanc, restez là puisque voilà, on a un petit moment, on a un petit quart d'heure pour échanger avec vous, avec la salle, si vous avez des questions. Mais moi, c'est vrai que j'ai envie de vous en poser une tout de suite, c'est que ce téléphone, ce nombre de données, là, dont vous avez dit que 90% des données ont moins de 2 ans. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est IBM. IBM. C'est IBM. Est-ce que ça peut continuer comme ça? Est-ce que dans 2 ans, encore une fois, est-ce que... On peut très bien imaginer que c'est rien par rapport à ce qu'il va y avoir derrière, c'est sûr que ça peut continuer. Le nombre de capteurs qu'on met en place, le nombre de... Parce qu'en fait, c'est les données météorologiques, c'est les données d'échange entre les machines, etc. Il y en a de plus en plus, oui. Moi, je pense que ça peut continuer. Maintenant, est-ce qu'il y a une limite à ces choses-là? Est-ce qu'on va s'en lasser? Parce que ça peut être ça aussi. Ah oui. La technique, on peut s'en lasser. J'ai écouté ce matin, enfin, on va peut-être pas lancer la table ronde là-dessus, mais il y a aux États-Unis, ils se demandent si Google, il faut le démanteler ou non. Alors, bon, peut-être. Pourquoi? Parce qu'il est devenu trop gros? Parce qu'il fait à la fois du commerce et de la recherche. Ouais. Et donc, du coup, les activités de recherche sont orientées vers le commerce, et les activités de commerce pour vendre la recherche, etc. Donc, mais après tout, on est libre d'utiliser n'importe quel moteur de recherche, non? Enfin, il n'y a personne qui vous met un fusil sur la tempe en disant utilisez Google pour faire des recherches. Donc, si on l'utilise, c'est parce que ça nous plaît. Donc vous vous demandez finalement s'il y aura toujours une appétence constante ou supérieure pour ces données numériques. C'est ça aussi Je pense que s'il y a une chute, elle ne sera pas technique, elle sera ne sera humaine. pas technique. Ouais. Mais ça, bon, je vous dis ça, c'est le café du commerce, quoi. J'ai aucune preuve, j'ai aucun élément. Mais il y a quelque chose que vous disiez, moi, qui m'a frappé à titre personnel, et je pense qu'il résonne dans chacune des têtes, c'est que vous disiez, vous vous souveniez des numéros de téléphone, et moi aussi, des codes d'entrée dans des immeubles. 1429 BT33, c'est la première voiture qu'on a eue, mes parents. Ouais. Ça reste, mais il y a plein de choses effectivement qui ont disparu à cause peut-être de... Moi j'ai un ami qui parle à propos de son téléphone portable de prothèse cérébrale. Il est là d'ailleurs. Bastien, de prothèse cérébrale. Et c'est vrai que du coup, moi je me demande si, est-ce que je suis plus intelligent, mon cerveau il est plus puissant maintenant que j'ai ma prothèse cérébrale dans ma poche, ou au contraire est-ce que je m'appauvris? Ça c'est toujours le débat. Google nous rend... Enfin je reprends Google, oui. Excusez-moi, je ne veux pas non plus focaliser sur une marque, mais est-ce que la technique nous rend idiots ou nous rend... Non, c'est pas vrai. Le grand débat aussi, les jeunes ne lisent plus. On entend ça, on n'arrive plus à faire lire. Regardez les chiffres de vente de Divergente, de Hunger Games, etc. Donc, il y a en ce moment le salon du livre pour la jeunesse, c'est le domaine de l'édition qui marche le mieux. Hein, voilà. Donc les jeunes lisent quand même. Pour peu qu'on fasse un bouquin intéressant et qui les intéresse, ils sont capables de regarder 300 pages, 500 pages, des séries, 5 tomes, 6 tomes, etc. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que s'il y a l'appétence humaine qui est derrière, eh bien, je crois que ça peut enclencher des choses. Et donc l'idée que les machines vont nous dominer, qu'on va se retrouver... je crois que si on n'en a rien à faire des machines, on va les laisser tomber. Le danger, c'est d'être dans un pays qui soit un pays pas forcément démocrate, un peu totalitaire, qui utilise volontairement, que des humains utilisent des machines contre des humains. Ça, effectivement, c'est le danger. Alors, il y a peut-être des questions plus concrètes que les miennes, plus techniques aussi. Allez-y, je vous écoute. Ne soyez pas timide, surtout. Monsieur. Oui, vous avez évoqué un certain nombre de questions sur le cognitif. J'allais dire, présentez-vous avant de poser vos questions. Michel Pelletier, Axalp, consultant indépendant en intégration électronique. Pas en cognitif ni en humain, en électronique. Cela dit, l'humain utilise l'électronique. Alors ma question, c'est oui, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des choses à comprendre par rapport au vieillissement des personnes? Vous avez bien montré que l'humain est très important, bien sûr, pas que la technique, mais est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage par rapport au vieillissement? On sait que les capacités des êtres humains évoluent. Bien sûr. En fait, c'est un vaste champ, hein, le vieillissement cognitif. D'ailleurs, on étudie beaucoup plus l'impact industriel qu'on peut mettre en place, on appelle ça la silver economy, sur le vieillissement à la fois cognitif et physique des gens, que sur l'évolution. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des champs d'implication sur les nourrissons, sur les petits-enfants, etc., pour voir qu'est-ce qu'on peut amener en technique dessus. Ce n'est pas le cas. Donc le vieillissement est quelque chose qui est très 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 étudié et sur lequel on a pas mal d'éléments dessus. Mais ça reste quelque chose de très personnel à vivre aussi, je dirais. Alors ce qu'on sait dessus, c'est que à force de faire les mêmes choses, et donc en vieillissant on finit par faire beaucoup de choses un peu similaires, on finit par avoir des choix très pertinents. Donc en gros, le cerveau d'une personne vieillissante va être peut-être plus lent, plus perturbé, mais en tout cas
plus aigu, plus précis. C'est assez contradictoire. On finit par avoir un niveau de performance qui va rester égal parce qu'on est capable de faire des choix et des éléments plus pertinents. Donc une personne qui a l'habitude, experte, âgée, va finir par aller droit au but, par aller sur les éléments essentiels et gommer un peu les éléments superflus ou les autres éléments, par opposition à quelqu'un de plus jeune. Donc ce vieillissement cognitif, le vieillissement normal, hein, pas le vieillissement pathologique, hein, le vieillissement normal est quelque chose qui est une amélioration du système cognitif et qui intègre l'apparente lenteur, si vous voulez, des connexions qui se mettent en place. Elles sont plus précises en tout cas. Merci. Une autre question ? Monsieur. Bonjour, David Barra, PSA Peugeot Citroën. Je voulais savoir si vous avez commencé J'ai peur qu'on ne vous ait pas compris. David Barra, PSA Peugeot Citroën. Merci. Je voulais savoir si vous avez commencé à tester les expériences utilisateurs sur la réalité augmentée, à savoir à quelle position vous mettre l'image, ou ce genre de choses. Non, enfin, à d'autres écoles, on ne fait pas ça. Il y en a qui le font. Hein. Je pense que d'ailleurs, sur les industriels qui vont arriver derrière vont vous donner des éléments beaucoup plus précis. Non, cette question, la réponse à cette question demande finalement la réalisation d'un outil technique. Et donc c'est plutôt du ressort de la recherche appliquée, quoi, si vous voulez. Voilà. Donc nous on ne l'a pas fait directement, mais parce que c'est pas trouvé comme ça. Il faut disposer à la fois des moyens techniques pour le faire. Voilà. Mais c'est sûr que l'idéal, enfin bon, sur certains appareils, on va dire des aéronefs fabriqués en France, voilà. Certains vont avoir des outils donc d'écran qui vont être mis avec une image qui est donc très proche de la personne, mais qui donne une image à l'infini, parce que c'est beaucoup moins fatigant de regarder quelque chose à l'infini, et c'est difficile d'acclimater. Donc il y a des choses qui sont faites pour afficher quelque chose en gros de flou près, mais qui permet de la voir nette quand on regarde à l'infini. Merci. Une ou deux autres questions encore ? Derrière vous, oui, monsieur. Bonjour, Yacine Bellic, enseignant-chercheur au LIMSI, laboratoire du CNRS. J'avais une question sur la relation entre l'image mentale et les sens perceptifs qui permettent de se la construire. En particulier, je me posais la question chez une personne non-voyante de naissance, comment se fait la construction des images mentales? C'est à partir du toucher, des odeurs? Qu'est-ce qu'il y a dans l'image mentale chez un non-voyant de naissance? Alors, chez un non-voyant comme chez un voyant, on n'en sait rien. Je vous ai expliqué que l'image mentale, c'est un concept. D'accord ? Il n'y a rien qui prouve qu'elle existe. La personne peut en parler. Et donc, la personne va utiliser le langage pour en parler. Et notre langage a énormément de mots qui sont liés aux organes sensoriels. Vous voyez ? Si je dis, par exemple, votre question m'a touché, je ne vais pas dire, j'ai vu votre question. Vous voyez ? Je peux dire, j'entends votre question, ça c'est sur un plan purement technique. Mais les organes sensoriels sont tous utilisés pour des actions et des environnements différents. Donc, ça vient perturber, puisque dans le langage il y a les mots sensoriels, ça vient perturber ce qu'un voyant ou un non-voyant est capable de dire de son image mentale. D'accord ? Deuxièmement, on a des recherches qui sont faites, ça c'est fait à l'ISSC, l'Institut des sciences de la communication au CNRS à Paris, sur les gens qui sont agénésiques, donc à qui il manque un membre, mais de naissance. Donc c'est un handicap qui est un handicap acquis, enfin de naissance, pardon, inné, excusez-moi. Et donc ces gens-là ont un schéma corporel, parce que ça on peut en parler, du schéma corporel, beaucoup plus que l'image mentale, un schéma corporel qui est plein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'impression qu'il leur manque quelque chose, puisqu'ils sont nés comme ça, et ils ont vécu avec. Et le problème, c'est l'image que renvoie la société sur ces gens-là. Et la question, elle est complètement ouverte. Quelqu'un qui naît avec un pied, une main en moins, etc., est-ce qu'il faut l'appareiller pour qu'il soit comme les autres, entre guillemets, au risque de lui faire avoir des problèmes personnels par rapport à son propre corps, d'accord ? Mais avec l'avantage aussi, en l'appareillant très jeune, de tenir la prothèse comme étant partie du corps? Ou est-ce qu'au contraire, il faut lui foutre la paix, qu'il a un corps complet, il est juste pas comme les autres, mais tant pis, c'est pas grave, tout le monde est différent, et mettre une prothèse plus tard quand il aura le choix? Et bien ça, il n'y a pas de réponse. Merci. Une autre question? Monsieur, tout là-haut. Ça va vous faire... allez-y, une première question ici en bas, puis ensuite tout en haut. Oui, bonjour, Philippe Optics Valley. J'ai une question sur, quand on voit la multiplicité des situations de corps, d'émotions et de contextes inimaginables, comment vous voyez tous les travaux, notamment d'IBM sur Watson, est-ce qu'ils sont vraiment très en deçà de ce que pourra faire l'intelligence humaine?
J'ai peur de ne pas apporter beaucoup de réponses à vos questions. Ce sont des questions que je me pose aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas allé décortiquer comment ça fonctionne dedans, etc. Donc je n'ai pas des éléments techniques qui permettraient de dire que c'est tel choix qui est fait plutôt que tel autre. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut arriver, je pense, c'est le fameux test de Turing, hein, on peut arriver à berner ou à duper un peu quelqu'un sur la réalité humaine ou non de quelque chose par rapport aux réponses que peut donner. Le test de Turing, finalement, on peut dire qu'on l'a quasiment dépassé, parce que Turing disait que c'était en moins de 5 minutes, est-ce qu'il y a 70% des cas qui seront connus ou pas connus, etc. Il donnait des pourcentages et des échelles de temps qui permettent effectivement de dire qu'on aurait les moyens maintenant de passer ce test de Turing. Bien. Mais est-ce que ça fait des humains quand même pour autant ? Est-ce que j'ai envie, quand moi j'ai un problème ou quelque chose à faire, j'ai envie de me confier, est-ce que je vais me confier à Watson ? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont apprécier, des gens non. Donc ça va juste rajouter quelque chose dans la diversité qu'on a. Ça ne va pas venir bouleverser, ça va pas venir, on ne va pas arrêter de penser, on ne va pas arrêter de discuter entre humains. Ça donne juste quelque chose qui est différent et qui est dans notre scope possible. Voilà. Et encore une fois, je ne connais pas les éléments qu'il y a dedans. Donc, pardonnez-moi, Monsieur Leblanc. On a le temps pour prendre une dernière question dans cette séquence. Bernard Roux, Visiolaser, vous avez évoqué les dangers d'utilisation non démocratique. Est-ce que vous avez déjà utilisé, enfin, vous avez testé les sérums de vérité ? Non. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas, c'est une question qui... Je me suis jamais posé cette question, donc c'est vrai. Je pense qu'on a effectivement les moyens de savoir quand quelqu'un ment ou quand quelqu'un dit pas tout, mais avec des moyens physiologiques aussi, la sudation, la palpitation, enfin, on a des éléments qui sont des capteurs physiologiques qui permettent de savoir un peu ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Ou même, vous voyez, je cherche mes mots, c'est bien, je suis surpris, quoi, vous voyez, par rapport à la question. Donc, les sérums de vérité, c'est un moyen qui permet effectivement peut-être plus de savoir si la personne est tranquille ou non. Il y en a d'autres moyens qui existent. J'imagine que si on mentait, effectivement, enfin si je mentais, ça se verrait au sérum de vérité. Oui. Mais peut-être qu'on peut s'entraîner à ça. Peut-être que des espions arriveraient à maîtriser leur... Dans les séries américaines, on voit ça. Hein. Ouais. On voit les héros qui arrivent parfaitement. Vous connaissez tout ça. Merci beaucoup, Benoît Leblanc. Merci beaucoup pour cette présentation, cette conférence brillante. Alors rassurez-vous, Benoît Leblanc, il ne va pas s'en aller, vous allez le retrouver et vous pourrez de nouveau lui poser vos questions qui va remonter sur scène tout à l'heure. Mais maintenant, on va passer donc à la partie table ronde avec nos invités qui, je vous l'ai dit, tous sont vraiment sont des praticiens de la réalité augmentée. Vous allez aussi pouvoir, il y a un long temps d'échange prévu avec eux. Alain Régnier, si vous voulez bien me rejoindre et vous asseoir là, vous êtes directeur technique d'Alto Labs, et puis vous êtes un Glass Explorer, donc pour Google. Et évidemment, c'est quoi un Glass Explorer ? On voit tous que vous êtes venus avec vos lunettes, et je vous en remercie, sur le nez. Qu'est-ce que vous faites toute la journée avec vos lunettes ? Et je vous remercie de ne pas les avoir oubliées dans votre voiture, du reste. Ah ben, il vous faut un micro. Voilà. Oui, dans cette voiture, dans la voiture, parce que vous connaissez peut-être l'anecdote, Sergey Brin a récemment oublié ses Google Glass dans sa voiture et ça a fait beaucoup parler. On dit désormais que les Google Glass ont un petit peu un coup dans l'aile. Oui, alors bonjour, effectivement. Alors juste pour corriger ce qui avait été affiché tout à l'heure, je ne travaille pas pour Google. Effectivement, je suis donc un Glass Explorer. J'étais le premier en France il y a maintenant 1 an et demi avec des Google Glass. Je peux expliquer un petit peu ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, nous sur les glaces, on fait à la fois du consulting auprès de sociétés qui sont intéressées par les smart glass, spécifiquement par les Google Glass, à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au sein des sociétés ou alors pour les clients eux-mêmes, et nous faisons du développement d'applications. Ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, le produit Google Glass n'existe pas encore. On ne peut pas acheter une paire de Google Glass. La seule chose qu'on peut faire, c'est rentrer dans le programme de test qui s'appelle donc le programme Glass Explorer que vous avez mentionné, qui nous permet d'obtenir un prototype et de tester des usages ou de faire du développement. Et pourquoi vous d'ailleurs ? Pourquoi est-ce que vous avez le... Alors moi effectivement, le programme lui-même au départ était réservé aux Américains, mais j'ai eu la chance de vivre pendant 10 ans dans la Silicon Valley, de garder ma carte verte, ma carte de crédit et tout ce qu'il faut, et donc de passer à travers les mailles
du filet pour entrer dans le programme et donc commencer à travailler sur les Google Glass. Une partie de vos activités, Alain Régnier, c'est d'aller porter la bonne parole. Vous êtes un peu un évangéliste, comme ça vous arpentez les terres pour prêcher tout ce qu'il faut pour que les Google Glass, et puis que Google certainement se développe et s'implante. Alors un petit peu, mais encore une fois, sans faire partie de Google, c'est-à-dire que je le fais en tant qu'expert sur le sujet, effectivement, dans le cadre de conférences, soit très techniques pour les développeurs, soit beaucoup plus high level pour expliquer un peu ce que ça fait, ce qu'on peut faire avec, mais effectivement, encore une fois, sans être Google, et donc avec un œil un peu critique également sur le produit, sur les inconvénients. Pas seulement sur les avantages et sur le potentiel du produit. Vous allez d'ailleurs devoir nous quitter un peu plus tôt, vers 11h40, parce que vous allez à Rouen donner une conférence. S'il y avait une application, vous aurez le temps d'en parler, je vais vous donner le temps d'en parler, mais une application un peu symbolique comme ça, qui vous amuse et qui vous semble la plus frappante des Google Glass, qu'est-ce que vous nous diriez ? Alors, à titre personnel, une que j'aime beaucoup, et c'est assez bête parce que finalement c'est quelque chose que l'on a déjà aujourd'hui, c'est l'aspect GPS et comment obtenir des directions quand on est par exemple en voiture. Le fait de pouvoir demander ces directions, d'avoir la carte qui apparaît sur le petit écran au-dessus des yeux et la petite voix qui nous dit tourner à gauche, tourner à droite, le tout au sein des lunettes, je trouve ça beaucoup plus pratique finalement que d'avoir ça sur un téléphone ou sur un petit GPS de voiture. Ça c'est à titre perso. Dans ce qui est potentiel, ce qui marche le plus à l'heure actuelle, c'est dans le domaine médical. C'est l'assistance auprès des médecins ou des chirurgiens pendant les opérations, notamment le fait d'avoir accès à des informations supplémentaires pendant ce type d'opération, c'est quelque chose qui se développe énormément, principalement aux États-Unis à l'heure actuelle, mais qui a un gros futur. Qu'est-ce que vous voyez là en ce moment à travers vos lunettes ? Alors là je vois rien du tout parce que elles sont éteintes. Oui. Par contre, si effectivement je les active, alors soit en bougeant la tête, soit simplement en tapant sur le côté, là je vois l'heure et le menu. Et vous pouvez... Ça va pas très loin. Ça va pas loin. Et vous pouvez lui dire, parce que moi je l'ai fait lundi dernier, j'ai eu beaucoup de chance, j'étais chez Google. OK, prends une photo. Alors je peux effectivement activer, OK Glass, take a picture. Et là, ça y est, j'ai pris une photo de la salle. D'ailleurs, normalement, vous l'avez vu. Pour ceux qui se posent des questions, si je peux vous filmer ou prendre des photos à votre insu, de manière générale, vous voyez l'écran qui s'allume, ce qui vous donne un indice que la personne vous a pris en photo. Ça me donne l'occasion de vous dire que cette conférence, depuis le début, est filmée. Vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'appareils photo. Et qu'elle sera mise en ligne sur Internet via YouTube. J'espère que ça ne pose pas de problème à qui que ce soit. En tout cas, il faudrait le signaler dans ce cas-là, pour des questions de droit à l'image. Johanna Dominici, vous travaillez chez Thales, mais je préfère vraiment que ça soit vous qui expliquiez ce que vous y faisiez, que vous y faites. Oh là là, que vous y faites. Je me cache, je suis parti. Plutôt que moi, parce que vraiment, en regardant sur Internet, j'ai trouvé ça super compliqué. Et voilà, expliquez-nous ça dans les mots simples, avec le dictionnaire du français facile. Bonjour à tous. Donc, moi, je travaille donc chez Thales Avionics dans le domaine de l'aéronautique. Aujourd'hui, je gère une équipe d'une dizaine de personnes qui conçoivent et prototypent les cockpits des futurs avions et hélicoptères, horizon 2020-2030. Pardon. Est-ce que je répète ou vous avez entendu ? Non, mais bon. Ça va aller, je crois que vous poursuivez. Donc, le rôle de mon équipe, c'est de définir quelles informations vont être affichées dans des afficheurs tête haute dans les cockpits. Donc, que ce soit des head-up displays ou des casques. Quels IHM, pour reprendre du coup le terme interface homme-machine. Interface homme-machine. Donc, quelles informations vont être affichées, sous quelle forme, tout en respectant les contraintes de performance du système hardware. Il y a quelque chose que je ne savais pas et que vous m'avez appris, parmi d'autres, c'est que la réalité augmentée, vous en servez depuis un siècle dans l'aviation. Dans l'aéronautique, oui, ce n'est par quoi ? Plus tant une révolution. Ça a commencé lors des Première et Deuxième Guerre mondiale, finalement, avec des viseurs qui permettaient de viser l'avion ennemi, tout simplement, donc pour le combat. Ça a commencé d'abord dans le militaire aéronautique et c'était
C'était il y a un siècle. Et aujourd'hui, la réalité augmentée chez Thales, donnez-nous un exemple concret. Aujourd'hui, par exemple, pour rester dans le thème du militaire, par exemple, on a le casque Topol, qui est un casque pour les hélicoptères, qui permet d'afficher donc des informations collimatées, donc à l'infini, et parfaitement superposées au paysage. Alors, je ne sais pas si on a les images. Est-ce qu'on peut envoyer on avait sélectionné une image, effectivement? Non, c'est pas grave. On a eu un petit problème technique avec ces images. C'est pas grave. De toute façon, est-ce que vraiment le pilote voyait à travers son casque et c'est pas évident de... Donc le pilote, il a différentes informations qui peuvent être affichées dans ce casque. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle de la symbologie, donc juste des traits et des lettres, des chiffres qui donnent les paramètres pour piloter l'hélicoptère, ligne d'horizon, vitesse, altitude, ce genre de choses. Et puis on va aussi avoir ce qu'on appelle de l'EVS, Enhanced Vision System, où en fait on affiche dans le casque la vidéo d'un capteur qui est posé dans l'hélicoptère, généralement un capteur infrarouge qui va vous permettre au pilote de voir de nuit ce qu'il se passe, ou en conditions de mauvaise visibilité. Et puis donc ces systèmes-là existent déjà depuis un certain temps. Mais ils ne sont pas répandus dans les avions de ligne, hein, c'est ça n'existe pas. Dans les avions de ligne, alors l'EVS existe, mais dans des avions plutôt en effet militaires comme la 400M. Dans les avions de ligne, on en a un petit peu. Par contre, ce qui arrive, et là on arrive entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle, on va aussi pouvoir afficher le terrain en 3D à partir de bases de données de terrain. Il faut évidemment avoir la position de l'avion dans cet environnement. Et on va pouvoir afficher en tête haute ou en tête basse sur le cockpit ces informations de terrain synthétique, finalement, une représentation synthétique du terrain, pour que le pilote puisse savoir où est-ce qu'il est. Et ça pose évidemment beaucoup de difficultés techniques, mais ça, on va avoir l'occasion d'y revenir. Un dernier petit mot. L'aéronautique, c'est vraiment peut-être le domaine de l'industrie qui représente le terrain de jeu, en quelque sorte, favori de la réalité augmentée. Pourquoi ? Historiquement, puisque ça fait un siècle que ça existe, et on a commencé dans le domaine militaire, la réalité augmentée, ça demande donc des moyens techniques assez importants, qui ont un certain coût. Et donc, dans le domaine de la défense, le budget à y consacrer est plus important que pour le grand public. Donc on a pu dans l'aéronautique commencer avec ces afficheurs, et d'ailleurs on a vu après dans la fin des années 80 apparaître dans les voitures, dans l'automobile, les head-up displays, et aujourd'hui vous en avez dans les Peugeot 3008, 5008 qui vous affichent des informations de GPS du coup qui sont un petit peu au-dessus du volant. Et puis ça arrive maintenant dans le grand public. Et parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ça revient donc maintenant dans le grand public avec les Google Glass ou d'autres entreprises qui font ce genre de système, et on va à l'inverse, on va fermer le cycle, on essaye de s'inspirer maintenant de ces systèmes pour améliorer les notes dans l'aéronautique. Il y a une dernière chose à dire à votre propos, c'est que vous êtes une ancienne élève de cette école. Je suis un ancien élève de cette école, promotion 2008, donc je connais bien ces locaux. Gérard Gély, venez nous rejoindre, et Sébastien Knodel également, venez vous asseoir, vous n'allez pas rester debout comme ça. Gérard Gély, vous êtes coordinateur du programme Vert Actif chez Essilor. Depuis combien de temps Essilor s'intéresse à la réalité augmentée, et pour quel type d'usage? Alors, je m'assois aussi. Donc moi je suis arrivé chez Essilor en 2008, et c'était pour travailler en fait sur les sujets dits systèmes actifs. Donc chez Essilor, vous savez, Essilor est une société qui fabrique des verres ophtalmiques pour la correction, mais qui globalement s'intéresse à ce qu'on appelle à la science de la vision. Et dans la science de la vision, il y a un certain nombre de réponses qui peuvent être données par des systèmes qui ne sont pas des systèmes uniquement passifs, mais actifs. Dans ces systèmes actifs, les lunettes à réalité augmentée en sont une partie de cette activité. Et donc je suis arrivé chez Essilor en 2008 pour commencer à travailler sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, je gère un portefeuille de programmes R&D qui regroupe la totalité des activités, des systèmes actifs chez Essilor. Concrètement, qu'est-ce qui marche aujourd'hui, et notamment des applications pour pallier le handicap visuel, hein, c'est bien ça? Voilà, alors j'ai quelques slides, mais je ne sais pas si je peux les présenter ou pas, mais je peux Si, certainement. Il y a une vidéo pour Essilor. Mais il y a une vidéo pour Diotasoft. D'accord. Alors on se passera des slides, monsieur Gély.
Non, je l'ai sur mon PC en fait. On se passera des slides. Ouais. Alors en fait, pour essayer d'expliquer, le travail sur les lunettes à réalité augmentée, on les a adressés en direction des problèmes des personnes qui présentent des pathologies de vision, des problèmes de basse vision. C'est-à-dire des gens dont le champ de vision est perturbé, dégradé. Donc il y a différents types de perturbations. Soit vous perdez la vision centrale, soit vous réduisez votre champ de vision à une vision tunnel, vous dégradez la vision périphérique. Et ces personnes-là sont atteintes de ces pathologies et n'ont plus accès à un certain nombre d'informations, aussi simples que de lire une pancarte dans la rue, ou d'observer, ou de lire, ou de décider quoi que ce soit de manière efficace. Donc ce que peuvent faire et ce que peuvent apporter les lunettes à réalité augmentée, c'est finalement, on va être plutôt une réponse palliative à la déficience visuelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas rendre la vision aux personnes qui ont ces pathologies. Par contre, on va restaurer, en utilisant un système de lunettes à réalité augmentée, on va restaurer une partie de l'information qui leur manque. C'est-à-dire qu'on va au travers d'une caméra, capter la scène. Et dans cette scène, on va localiser une information qui est importante et on va traiter cette information. On va faire du traitement d'image. Alors soit on va l'agrandir, soit on va la diminuer, on va utiliser des effets de seuillage, on va jouer sur les contrastes. Bref, on va utiliser un certain nombre d'outils et d'algorithmes qui permettent finalement de reprojeter au travers d'une image virtuelle d'un système informatif, comme on l'appelle, une information dont le porteur va pouvoir, au travers d'une stratégie de vision particulière, avec sa déficience, pouvoir avoir accès à l'information qui lui manque. Donc c'est un cycle assez compliqué finalement à expliquer, mais malgré tout, on est capable, en captant la scène et en la traitant, de lui réinjecter en fait une information qui, malgré sa déficience, lui donne accès à une information à laquelle il n'avait plus accès. Et là, vous parlez de deux maladies qui malheureusement concernent beaucoup de monde et qui vont concerner de plus en plus de monde, la DMLA et la rétinique pigmentaire. Quand est-ce qu'on va pouvoir disposer de ces lunettes à réalité augmentée pour ces malades, concrètement sur le terrain ? Alors aujourd'hui, il existe déjà des dispositifs qu'on a développés, qui sont testés en grandeur réelle, c'est-à-dire qu'on a quelques personnes qui ont été équipées de ces dispositifs et ils les utilisent dans le cadre de l'adaptation au poste du travail, mais ils l'utilisent aussi un petit peu dans la vie de tous les jours. Dans une grande entreprise, hein. Chez ERDF, voilà. En fait. Et donc il y a 5 personnes qui sont équipées avec ces systèmes-là. Et la difficulté pour répondre à votre question, quand est-ce qu'on pourra sortir de tels dispositifs, en fait, il est lié au fait que la réponse que les lunettes à réalité augmentée peuvent apporter à ces déficiences dépend beaucoup déjà du type de pathologie. On a cité la DMLA, la rétinique pigmentaire, mais il y en a d'autres, de la gravité de cette maladie pour chacun des patients, mais aussi des cas d'usage. C'est-à-dire que si vous êtes assis, vous faites une tâche assis, c'est une chose, si vous vous déplacez, c'en est une autre. Et la complexité finalement de la réponse du système est liée à ces différents protocoles. Donc en fait, on utilise un certain nombre d'outils aussi de simulation. On utilise des laboratoires, un institut de la vision qui est couplé avec l'hôpital des 15-20, pour avoir une définition de protocoles qui permettent de définir la performance que ces systèmes doivent avoir pour pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques qui sont posées. Donc vous voyez, c'est quand même un sujet qui est assez vaste, assez complexe. Maintenant, ça fait à peu près 1 an que les gens testent ces systèmes-là. Et je pense qu'on va faire un rapport à la fin pour capitaliser en fait toute cette expérience grandeur nature qui est un peu une première. Ce qui est sûr, et je reviens un peu à la présentation de Benoît Leblanc tout à l'heure, c'est que la notion de comportement et d'interaction avec l'objet est quelque chose d'assez fondamental. On va en parler. Voilà, dans la mesure où la technique peut répondre à quelque chose, à un besoin, une performance. Mais il faut s'approprier. Mais il faut se l'approprier et il y a une éducation, un apprentissage qui fait que les gens qui utilisent ces systèmes-là, au début, ont un petit peu de mal. Ouais. Puis il y a la courbe d'apprentissage et la capacité à un moment donné à exploiter de façon beaucoup plus efficace ces systèmes. Ouais. On va revenir sur tout ça. Dernière petite question, comment est-ce qu'on se situe, nous, Français, et Essilor est un géant évidemment de l'optique, comment est-ce qu'on se situe, nous, par rapport à nos concurrents mondiaux ? Alors, il n'y a pas beaucoup de concurrents spécifiques sur le domaine de la réalité augmentée pour la basse vision. C'est assez particulier. Dans les systèmes réalité augmentée, on a déjà parlé, il y en a pas mal qui émergent. Et là, je parle des systèmes intégrés dans des lunettes.
On voit aujourd'hui que Internet des objets fait apparaître un certain nombre d'objets connectés, des montres, un certain nombre de choses. La lunette est plutôt en retard sur le sujet, j'aurais tendance à dire. Mais ça fait une quinzaine d'années qu'il y a des réalisations qui sont au-delà du stade de la preuve de concept et plutôt au terme de faisabilité. Et l'écosystème, depuis les 2-3 dernières années, devient extrêmement important. Et des tas d'acteurs nouveaux interviennent dans ces sujets-là. Donc c'est, je dirais, assez tardif, mais malgré tout, en termes de réalisation et de concrétisation, il y a une grosse concurrence. On parlait de Google, mais tous les grands du consumer électronique s'intéressent à ça, tous les grands industriels s'intéressent à ça. Donc de toute façon, ça viendra, je ne sais pas quand et comment, mais... Donc la concurrence est très très large. Et c'est beaucoup élargi ces derniers temps. Merci. Sébastien Knodel, vous êtes directeur R&D dans la société Diotasoft. Vous êtes allemand, je ne vais pas trahir un secret, on va l'entendre à votre gentil petit accent, mais très sympa. Merci. Vous travaillez donc pour une société française. Quelques mots sur cette société pour vous, c'est vraiment la réalité augmentée, c'est déjà de l'histoire, pas ancienne, mais l'histoire bien entamée quand même. Ça fait un moment que vous travaillez là-dessus. Sur la réalité augmentée dans notre entreprise, depuis 4 ans, donc c'est pas si longtemps non plus. Tout de même. Et donc moi je suis Sébastien Knodel, je suis allemand de base, oui, on entend peut-être. Et je suis directeur de recherche et développement chez Diotasoft. On est une jeune entreprise innovante, localisée à Massy, et on est spécialisé en fait dans des solutions de réalité augmentée pour les industriels, pour la formation, construction, maintenance, aide à la vente. Alors on va en parler justement, oui, très concrètement. D'abord, parmi les solutions que vous proposez, il y a les aides à la vente. Très brièvement, comment ça se passe? Une aide grâce à la réalité augmentée, comment est-ce que la réalité augmentée permet de mieux vendre? Oui, en fait, la réalité augmentée effectivement peut être un outil parmi les autres pour un vendeur, pour mieux vendre. En fait, la réalité augmentée peut permettre par exemple de montrer la grosse variété de certains produits au niveau de leur customisation. Par exemple, si vous prenez les voitures, voilà, dans une concession, il n'y a jamais tout le couleur, jamais toute la configuration d'une voiture disponible. Et du coup, en fait, avec un outil comme la réalité augmentée, on peut mettre le vendeur, on peut lui permettre en fait de changer la couleur avec les clients, de vendre la voiture directement, de changer les jantes, en fait les accessoires autour. Et les clients, en fait, ils peuvent percevoir en fait finalement un produit qui lui convient en fait mieux directement sur place sur les vrais objets. Et il peut carrément, en fait, si vous voulez, le toucher, il est très proche. En fait, ça reste pas qu'un objet virtuel, mais ça va un peu au-delà de ça. Donc voilà, ça peut être un outil pour... On va regarder à quoi ça ressemble, puisque vous nous avez apporté une petite vidéo. J'espère que ça va marcher. Ça marche. Donc, voilà, ça c'est une vidéo qui illustre quelques réalisations qu'on a fait pendant les dernières 2-3 ans. Ça c'est une des premières réalisations qu'on a fait avec un industriel français. Et là, c'est malheureusement saccadé. Je ne sais pas pourquoi. Ça tourne un peu lentement. En fait, là, il y avait des exemples en fait, où le vendeur il peut customiser en fait, avec les clients une voiture normale, en fait, changer la couleur, ou peut-être aussi changer en fait, notamment la configuration de voitures utilitaires où il y a une énorme variété, notamment dans l'intérieur. Là, on voit c'est la cuisine, des meubles de cuisine pour se faire une idée de sa future cuisine. Après, voilà. Oui, j'ai l'impression que ça ne tourne pas très bien. Ensuite, on avait fait aussi le salon de Bourget il y a un an. Là, c'est la réalité tout court, quand même. Où, en fait, on a une tablette et avec la tablette, en fait, on peut visualiser des différents systèmes en fait, dans un avion. Également sur des bâtiments avec Air Liquide, on peut visualiser par exemple l'intérieur qui est assez complexe d'une station hydrogène grâce à la réalité augmentée qui nous permet d'ouvrir des objets qui sont très complexes et en fait pour la formation visualiser comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui se passe concrètement. Voilà. Et du coup, voilà, nous on travaille surtout avec dans les secteurs aéronautiques, automobile, chimie et les autres. N'hésitez pas tous à parler un peu plus fort. On va commencer avec vous, Monsieur Régnier, puisque vous êtes le premier à partir tout à l'heure. On va revenir sur ces applications des Google Glass ou des lunettes intelligentes.
on a commencé à parler de médecine. Voilà, essayez un petit peu avec nous, pour nous, de balayer les principaux champs, là où vous sentez que les entreprises sont les plus clientes, intéressées, friandes de ces glaces. Oui, alors on a parlé de la médecine tout à l'heure. J'ai évoqué le fait d'avoir accès à des informations supplémentaires pendant une opération, par exemple. Alors on peut imaginer des informations textuelles ou des images que l'on peut consulter directement en regardant un peu au-dessus des yeux, mais on peut aussi effectivement aller plus loin en utilisant la réalité augmentée. Par exemple, pour venir plaquer des marqueurs sur le corps de la personne, pour pouvoir plaquer, par exemple, identifier les veines, les artères, pour éviter des désagréments pendant l'opération. On peut imaginer tout un nombre de fonctionnalités autour de la réalité augmentée, mais le concept de base d'avoir accès à des informations de manière très simple pendant l'opération, c'est vraiment très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on voit le prisme, qui est donc l'écran au-dessus des Google Glass, on se dit que l'on va loucher, parce qu'il est tout proche des yeux. En fait, pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'on regarde à travers le prisme et on voit l'équivalent d'un écran de télé de 40 pouces situé à 3-4 mètres de soi. Ce qui fait finalement une image assez intéressante et donc que l'on peut exploiter sous cette forme-là. Il y a déjà des entreprises, vous me parliez par exemple d'une société d'assurance. Alors, il y a dans l'assurance, effectivement, par exemple, le fait d'envoyer sur le terrain quelqu'un pour, je ne sais pas, par exemple, voir des fuites au plafond, ou alors en cas d'accident de voiture, donc une application un POC qui a été fait récemment, qui permet en fait à une personne à distance de voir à travers les yeux de la personne qui est sur le terrain ce qu'elle voit. Donc ça peut être un expert, par exemple, ça peut être un médecin également aussi, qui peut assister un autre médecin en voyant ce que le médecin local voit. Et donc dans le cas d'accident de voiture, ça peut aider un télégestionnaire va pouvoir vous aider finalement à remplir votre constat, à prendre les bonnes photos et à faire en sorte que vous venez d'avoir un accident de voiture, mais ça y est, votre assurance est déjà derrière vous pour s'en occuper. Là-dessus, on en est où précisément dans les faits? Alors dans les faits, le POC a été réalisé et des tests sont en cours à partir d'une application justement sur Google Glass. Dans la banque également, il y a le coffre-fort numérique. Oui, alors le coffre-fort numérique des caisses d'épargne, par exemple, l'idée est toute simple, c'est quand vous achetez un produit un petit peu précieux, de pouvoir prendre une photo du produit, une photo de la facture et d'avoir tous ces documents automatiquement stockés sur votre coffre-fort numérique pour que le jour où vous en ayez besoin, malheureusement, par exemple en cas de cambriolage, pas besoin de chercher dans les papiers, vous savez que c'est dans votre coffre et ça a été mis dedans de manière très, très simple et très efficace. Donc là, que font les glaces dans ce cas-là exactement? Là pour le coup, elles font pas beaucoup de choses. Ce qu'elles permettent de faire, c'est de prendre une photo de manière simple, géolocalisée, d'associer la facture et de tout envoyer directement dans le coffre à la banque. Le coffre numérique, bien évidemment, à la banque. Et puis il y a des choses assez sympas autour des loisirs, notamment des choses qui vous poussent un petit peu à faire davantage de sport ou de façon plus ludique. Racontez-nous ça. Exactement, oui. Alors apporter du ludique aux activités physiques. Par exemple, quand on va faire son jogging, on peut avoir le parcours sur les lunettes, je parlais tout à l'heure de GPS. On peut avoir également tout ce qui vient des petits capteurs en termes de calories brûlées, kilomètres parcourus, etc. Mais on va pouvoir aussi avoir, par exemple, des points par lesquels il faut passer sur le parcours pour augmenter son score, comparer son score avec ses amis, comparer son parcours avec le parcours qu'on a fait la semaine précédente, et également, pour les aspects les plus ludiques, être poursuivi par des zombies si on ne va pas assez vite, par exemple. Alors, encore une fois, ce sont des concepts, ce sont des POC, mais il y a des idées très intéressantes là-dessus pour pousser les gens à avoir un peu plus d'activité physique. La réalité augmentée via donc ces Google Glass, ça vous semble être plus la clientèle, c'est quoi? C'est plus davantage les entreprises, davantage les particuliers. On a un peu l'impression, Monsieur Régnier, que les particuliers finalement boudent un petit peu après un effet de curiosité et que désormais on est plus dans le dur et que l'industrie éventuellement ou la banque pourrait plus être client de ce genre de choses. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est le marché des smart glass. Alors, effectivement, il y a différents types de smart glass qui existent. Il n'y a pas que Google. Il y a notamment parmi les grands Epson. Et puis, un certain nombre de petites startups, y compris françaises comme Obtinvente en Bretagne.
La force, je dirais, des Google Glass, outre le fait d'avoir Google et ses poches bien remplies derrière, c'est d'avoir un écosystème de développeurs qui sont en train de développer des applications. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, le produit final n'existe pas encore. L'idée, c'est que le jour où le produit sortira, vous aurez accès dès le départ à plusieurs milliers d'applications sur un store un peu comme vous avez sur smartphone, et que chacun pourra récupérer les applications qui l'intéressent en tant que end-user. Le principal souci aujourd'hui, c'est que ce store n'existe pas. On a plusieurs milliers de développeurs qui développent des applications, mais il n'y a pas encore de place centrale pour mettre ces applications. Donc effectivement, l'expérience utilisateur aujourd'hui est encore un peu limitée. Elle se limite aux fonctionnalités de base, comme prendre des photos, se connecter à Internet, prendre des vidéos, et puis les quelques applications disponibles sur le site officiel de Google, mais c'est très limité. Ça le sera beaucoup moins quand le store sera ouvert. Alors effectivement... Vous voyez ça pour quand ? Il n'y a pas de date. On parle beaucoup du premier semestre 2015, mais effectivement, ça c'était pour la partie vraiment grand public. Pour la partie professionnelle, pour le coup, on travaille, il y a de plus en plus de demandes de développement d'applications pour les Google Glass dans des environnements complètement différents, par exemple dans les entrepôts de la grande distribution, pour tout ce qui est lié à l'organisation des packages, l'organisation des stocks, pouvoir scanner rapidement les produits sur un étalage, le tout sans se servir des mains. Et ça, c'est vraiment des points forts des Smart Glass. Voilà. Exactement. Tout se fait soit en bougeant la tête, soit en parlant aux lunettes, et donc en ayant les mains potentiellement sales, propres, pour le coup. Et donc ça amène des scénarios qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Et le fait d'avoir ces capteurs qui sont effectivement présents sur les lunettes, le même type de capteur qu'on a sur le téléphone, mais le téléphone en général il est dans la poche. Là on a les capteurs sur la tête, ce qui veut dire qu'on va pouvoir contrôler un certain nombre de choses simplement en bougeant la tête. En tournant la tête, en bougeant la tête, en faisant, alors sur le côté si on veut avec les doigts sur le trackpad, mais pouvoir gérer simplement le mouvement de la tête a aussi un potentiel énorme. Ça c'est très important pour certains de vos clients, Monsieur Knodel, qui sont des ouvriers qui travaillent par exemple sur, prenez un micro, qui travaillent sur des avions, hein, et sans avoir à toucher quoi que ce soit, à prendre un élément, un ordinateur, ils ont besoin d'avoir l'image en réalité augmentée sur la pièce qu'ils sont en train de travailler. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Ça. Oui, tout à fait. En fait, jusqu'à maintenant, souvent, les applications réalité augmentée approchez un peu le micro. Sont utilisées au travers d'une tablette, ce qui, voilà, vous connaissez peut-être tous. Mais en fait, dans l'industrie notamment, en fait, les gens, les compagnons sur place, ils ont besoin de leurs mains pour faire leur travail. Du coup, et en même temps, ils veulent utiliser la réalité augmentée pour mieux afficher des informations qui vont les aider pour faire mieux leur travail. Du coup, en fait, il y a deux alternatives. Une fois les lunettes ou la projection. Ça, c'est les deux approches. Oui. Les lunettes, en fait, vont afficher les informations devant l'œil. Non, c'est pas vous. Et du coup, voilà, visualiser les informations sur l'objet, mais sur un écran, ça va apparaître sur l'objet au bon endroit, et puis le compagnon il peut faire son travail avec les mains libres un peu comme avant, sauf qu'avec les réalités augmentées. Sinon, l'alternative, ça peut être la projection. Et dans ces cas-là, en fait, on a un projecteur, un système caméra projecteur qui va projeter en fait des informations sur l'objet. Et du coup, dans ces cas-là, également, le compagnon il peut travailler comme d'habitude avec les outils qu'il connaît. Et il va voir en profondeur, par exemple, là, la pièce sur laquelle il va devoir travailler. En fait, les informations vont directement afficher sur la pièce. Donc ça ne marchera pas avec tous les objets. Si vous avez un objet qui est extrêmement reflétant, on va dire en miroir, en fait, on ne peut pas projeter dessus. Et a priori, avec une lunette, on pourrait rajouter des informations dessus. Oui, pardon. Et du coup, voilà, ça c'est deux systèmes qui sont très ça existe, très donc ça tourne. Nous, on est en train d'industrialiser un premier système projectif avec une constructeur dans l'aéronautique projectif. Oui. Alors chez Thales, vous rencontrez une question qui a été soulevée par M. Régnier il y a quelques minutes. C'est la question de la tête, le mouvement de la tête. Alors là, les pilotes
quand il bouge légèrement la tête, ça peut avoir des il faut pouvoir suivre, ça peut avoir des conséquences terribles. Il faut un suivi extrêmement précis des mouvements de la tête. Comment est-ce qu'on fait? Expliquez-nous un petit peu cette question. Alors oui, pour afficher des informations qui soient vraiment superposées au paysage, il faut deux choses. Il faut connaître la position à tout instant de la tête du pilote. Il faut aussi connaître la position de l'avion dans l'environnement de la Terre. Pour suivre la position de la tête du pilote, on a différents systèmes. Ça peut être des centrales inertielles comme les MEMS qu'on va pouvoir retrouver dans les téléphones ou dans les Google Glass. On va aussi avoir des centrales électromagnétiques, donc avec une cartographie magnétique du cockpit, on sait dire quelles sont les rotations et puis les translations de la tête du pilote. On a aussi maintenant des capteurs optiques, des caméras qui existent et qui filment des sortes de QR codes, de patterns qui sont collés au plafond, et en les filmant, on arrive à repositionner la tête du pilote dans l'environnement. Et en hybridant ces systèmes, on arrive à des précisions encore meilleures. L'un de vos problèmes avec l'un des freins avec les Google Glass, Alain Régnier, c'est que voilà, quand on se déplace assez rapidement dans des environnements qui ne sont pas tagués, les lunettes, qu'est-ce qu'elles font? C'est un peu un problème tout ça, non? Ah bah, elle fonctionne très bien. Par contre, effectivement, pour la partie réalité augmentée, c'est un peu plus compliqué. On a les mêmes besoins. Soit on a des symboles qui nous permettent de nous repérer, soit on essaie de faire du calcul en temps réel, effectivement, grâce au capteur. L'un des soucis, je dirais, aujourd'hui, pour faire ce genre de choses sur les Google Glass, c'est que ça nécessite beaucoup de calculs. Qui dit beaucoup de calculs dit finalement on va beaucoup tirer sur la batterie, et comme c'est un des problèmes sur ce type de lunettes aujourd'hui, la durée de vie la durée de charge de la batterie, on va la décharger assez rapidement. Alors il y a des moyens de brancher un petit fil, d'avoir une batterie supplémentaire dans la poche, hein. Gardez bien à l'esprit que c'est un prototype aujourd'hui, voilà, le produit final. Ça ne sera pas celles-ci qui seront commercialisées. On n'en sait rien en fait. En fait, toute la question est là. Elles peuvent ressembler, la version finale peut ressembler à ça, comme elle peut être assez différente. On n'a aucune garantie. Mais donc le fait de faire ces calculs en temps réel, on arrive à en faire. On arrive à en faire relativement bien, mais effectivement, ça utilise pas mal la batterie. Vous allez devoir nous quitter dans quelques minutes. Donc, si vous avez des questions à poser à M. Régnier, allez-y monsieur, spécifiquement, après on reprendra le cours de l'échange. Oui, bonjour, Pierre-Jean Baron, Corning, France. Une question sur alors un peu plus pragmatique, sur le taux d'adoption quelles sont les hypothèses qui sont faites? Alors c'est pas obligatoirement une question que pour M. Régnier, ça peut être pour Essilor ou M. Leblanc. Est-ce qu'il y a un vrai business derrière, et quelles hypothèses sont faites aujourd'hui sur le taux d'adoption des Google Glass ou de ce type de lunettes? Pas uniquement chez Google, mais comme M. Gély le disait, il y a énormément d'acteurs sur le sujet, que ce soit des petites startups ou des très gros groupes. Le taux d'adoption et les quantités commerciales potentielles. Non. Bon. Oui, donc pour répondre un peu rapidement, alors on n'a pas de nombre effectivement en tête. Les journalistes ont eu tendance à rapporter beaucoup de choses un peu à tort et à travers, ne serait-ce que le fait que le produit n'existe pas encore en tant que produit consumer. La plupart du temps, ça passe complètement. Il passe complètement à côté de ça. Je pense qu'il va falloir différencier pour les smart glass le produit consumer et le produit entreprise. De mon point de vue, j'ai beaucoup plus d'intérêt sur la partie entreprise aujourd'hui, parce que c'est là qu'il y a de la demande, et c'est là qu'on voit vraiment des cas très intéressants. Mais j'ai aucun doute que la partie consumer finira par arriver. La question, c'est effectivement, est-ce que ça va être dans 6 mois sur ce genre de modèle, ou dans 2-3 ans après plusieurs itérations. Je crois qu'il y a une étude Forrester qui a été faite là-dessus, mais bon, j'ai plus les chiffres en tête. Mais de mon point de vue, très clairement, les smart glass vont arriver sous différentes formes. Et je vois ça notamment
comme une plateforme. C'est-à-dire qu'il y aura des smart glass comme celle-là, qui sont plus un écran secondaire, des smart glass qui couvriront complètement les yeux, les casques de moto par exemple. Il y a déjà le projet Scully, si vous voulez rechercher un petit peu, qui est assez intéressant là-dessus, sous forme de lunettes de ski aussi. Alors il y a déjà, notamment chez Oakley, des prototypes. Pour le coup, Oakley a annoncé des modèles avec Google Glass dès l'année prochaine, de la même manière que Ray-Ban. Ça va aider à ce que les consommateurs l'acceptent. On avait vu tout à l'heure une photo sur l'importance du côté fashion de ce type d'appareil. Très clairement, c'est important. Donc le design va aussi évoluer. Le prisme, l'écran qu'on a sur les Google Glass aujourd'hui est un peu épais, très clairement. Le jour où il sera plus fin, plus fondu dans les lunettes, ce sera plus acceptable pour certains, mais moi je n'ai vraiment aucun doute que les smart glass dans les années à venir vont être amenés à se multiplier, principalement d'abord pour les entreprises, mais surtout après aussi pour le consommateur. D'autres questions pour Alain Régnier avant qu'il doive nous quitter, monsieur? Nestor Grasse, Institut d'optique et élève en 1. Du coup, avec cette multiplication cette dépendance technique qui augmente avec ces Google Glass, on a une complexité de dispositifs qui augmente aussi, et donc on a une multiplication des bugs a priori. Bon, l'importance de cela en défense doit être énorme, mais du point de vue du professionnel et consumer, c'est très important. Enfin, je ne sais pas comment vous gérez ça. C'est comme partout, hein, des bugs, malheureusement, il y en a un peu partout. Faut tester, effectivement, mais on n'est jamais à l'abri d'un bug. Alors oui, c'est plus important dans le militaire que dans le civil, très clairement. Après, il faut voir l'ampleur du bug, si le bug peut être patché, peut être fixé avec une mise à jour de l'application, comme c'est le cas sur les applications sur mobile. Bon, je pense que ça se produira de manière, ça sera corrigé de manière relativement simple. Si c'est des bugs du système, ce sera effectivement plus gênant. Mais là, c'est pas lié au smart glass en elle-même, hein, c'est lié à tout produit high-tech de ce genre, y compris les petits bracelets qui font capteur ou les smartwatches. Hein, on a les mêmes soucis. Une dernière question pour Alain Régnier. Moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'il faudrait changer là? On vous les avait maintenant depuis 1 an et demi. Qu'est-ce qui marche pas très bien? Qu'est-ce qui marche bien? Surtout, qu'est-ce qui marche pas très bien? Le plus évident, effectivement, c'est la batterie. Hein. Il faut que la batterie dure plus longtemps. Elle dure combien de temps en ce moment? Enfin, ça dépend de l'usage. Ça dépend de l'usage. Pour un usage très intensif de vidéo, on ne tiendra pas 2 heures. Ouais. Par contre, pour un usage à peu près normal, 6-7 heures sans problème. Et donc, encore une fois, on peut avoir un petit pack avec un petit fil. Mais typiquement, en entreprise, ça peut être des séquences de 3 heures d'utilisation, et puis on les met à charger entre-temps, ou avoir plusieurs modèles. Donc la batterie, un des problèmes aussi par rapport aux consommateurs, c'est la perception. Le fait qu'il y ait une caméra qui pointe vers l'avant, ça rend certaines personnes uncomfortable, en français. Mal à l'aise. Voilà, ça les met mal à l'aise, excusez-moi. Et clairement, il y a quelque chose à faire là-dessus pour corriger ce problème de perception, qui n'est qu'un problème de perception, puisqu'encore une fois, on peut vous prendre en photo facilement avec un smartphone, et il y a des lunettes de farce et attrape qui existent avec un petit objectif et une carte SD à l'arrière qui coûte 80 €, et là on vous prend en photo, vous n'avez vraiment aucun moyen de savoir qu'on vous a pris en photo. Mais il y a des moyens simples pour les corriger. On pourrait par exemple imaginer, on en a déjà discuté avec Google, de mettre un petit cache en plastique dessus, et quand on rentre dans un restaurant par exemple, ou dans un lieu public, on pousse le cache pour cacher l'objectif, et on l'enlève quand on en a besoin. Il y a forcément une question qu'on se pose, ça va valoir combien? Alors ça c'est une bonne question, effectivement. On n'a aussi aucune idée officielle sur le prix final. Les rumeurs, c'est aux alentours de 300 à 400 €. Il est très clair qu'à 1 500 € la paire, il n'y aura pas une adoption massive, au moins au départ, parmi les consommateurs. Par contre, à 300-400 €, comparé un peu avec ce que vous payez pour un smartphone, et d'autant plus si un opérateur télécom vient vous aider à faire baisser le prix en prenant un abonnement, ça peut commencer à devenir très intéressant. Donc allez, on a 2 informations, 300 € fin du premier semestre 2015. C'est pas une information, je vous relate les rumeurs pour le coup. Donc, je passe un coup de fil à ma rédaction et puis on vous laisse, on vous laisse partir puisque je sais que vous avez un train et un déplacement. Monsieur Leblanc, merci beaucoup à l'arrivée. Merci.
Monsieur Leblanc, venez, la place est chaude. Et puis il y a encore certainement beaucoup de questions pour vous. Allez-y, je vous en prie, bien sûr, monsieur Gély. Répondez à la question. Merci. Donc votre question était sur en fait quelles pouvaient être les attentes marché et business par rapport à ça. Peut-être déjà il faut préciser un certain nombre de choses. En fait, on parle d'un certain nombre de dispositifs depuis tout à l'heure qui ne sont pas tout à fait exactement les mêmes. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez en tête quand on parle de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, mais pour moi c'est quand même très différent. Pour permettre une discussion peut-être plus simple, moi je dirais que la réalité augmentée, en tout cas c'est comme ça qu'on l'intègre chez nous, c'est quelque chose qui enrichit votre réalité. C'est-à-dire que dans une réalité, vous apportez une information supplémentaire à cette réalité. Et il y a, pour être assez simpliste encore, deux façons peut-être d'imaginer cette réalité augmentée. C'est soit vous avez une image qui vient dans votre champ et qui vous apporte une information, mais qui n'est pas physiquement liée à cette réalité. Ça, c'est beaucoup moins compliqué, comme disait Johanna tout à l'heure, que de vouloir taguer la réalité, d'y apporter une réalité, et ça en temps réel, quand vous vous déplacez. Si vous imaginez simplement la complexité de modéliser 3D un environnement réel, c'est assez compliqué d'apporter une puissance de calcul derrière. Donc voilà, je fais la différence entre réalité augmentée et réalité virtuelle. Nous, on adresse la réalité augmentée aujourd'hui. Et la réalité augmentée aujourd'hui, dans l'approche qu'on avait chez Essilor, qui était d'adresser les pathologies de basse vision, on connaît les prévalences, les choses comme ça. Là, vous avez, le débat entre consommateurs électroniques ou consommateurs et, disons, professionnels, il a pour moi une différence assez structurelle, c'est que les professionnels ont un besoin dans un contexte donné, les consommateurs, ça reste à déterminer. Est-ce qu'ils ont vraiment des besoins, c'est ça? Ou est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de la réalité augmentée? C'est ce que vous dites. Disons, ce qui est difficile à prédire, c'est quelle va être la réalité des lunettes à réalité augmentée dans le futur. C'est-à-dire que pour les professionnels, on imagine assez bien que si les besoins sont exprimés sous forme assez précise, on peut répondre à ça d'une manière assez évidente. Et donc, ça va forcément répondre à leurs besoins, donc il y aura un marché. Sur les consommateurs, j'en ai aucune idée, et je pense que chacun aurait son idée ici dans la salle. Donc il y a un travail qui reste à faire. Sur les volumes, je pense que c'est très difficile. Il y a deux paramètres là-dedans. Le premier, c'est à quelle vitesse ces choses-là vont se déployer. Si vous prenez tous les chiffres qui sont publics aujourd'hui du déploiement de ce qui est les smartphones, de ce qui est tous ces objets en fait connectés, c'est quelques années quand même pour atteindre des volumes qui sont de quelques millions ou dizaines de millions. Voilà. Je parle vraiment de début jusqu'à une réalité produit. Donc dans un système qui aujourd'hui n'est pas encore complètement maîtrisé et qui reste encore à définir, je pense que l'estimation est assez difficile à donner aujourd'hui, mais je suis assez d'accord que de toute façon ces lunettes-là existeront, peut-être d'abord dans le professionnel, dans le médical ou des choses comme ça, puis dans le consumer, ou pas. Alors moi j'aimerais voir avec vous tous, justement, peut-être encore vous, monsieur Gély, mais d'autres, hein, on peut tout poser la question à vous quatre, quels sont les points bloquants? Est-ce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui on ne sait pas faire pour que la réalité augmentée soit vraiment quelque chose dans notre réalité demain, vraiment demain? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire ou est-ce qu'il y a simplement des choses qu'on doit faire mieux et plus? Est-ce qu'il y a des ruptures technologiques à opérer? Enfin, on va passer la parole à chacun qui s'exprime là-dessus. Mais définitivement, la technologie a évolué et nous permet aujourd'hui d'intégrer, en tout cas dans une paire de lunettes, un certain nombre de fonctions auxquelles on n'avait pas accès il y a encore quelques années. Donc on parlait tout à l'heure de capteurs, il existe des tonnes de capteurs de volume extrêmement petits, des accéléromètres, des gyros, des compas, tout ce que vous voulez, des caméras, qui sont en termes de volume vraiment réduits à leur plus simple expression. On a des hardware qui existent, qui peuvent permettre une puissance de calcul non négligeable. On reste sur des notions d'énergie, de stockage d'énergie relativement limitées, mais on sait déjà faire un certain nombre de choses avec. Donc là, je dirais qu'il y a énormément de choses aujourd'hui qui sont déjà disponibles pour avoir accès à ce genre de technologie. Le système optique qui génère l'image virtuelle dans ces principes-là, en général, ça c'est quelque chose qui a aujourd'hui une certaine maturité. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on travaille sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on arrive à avoir des systèmes qui commencent à être réellement intégrables dans un équipement, dans une paire de lunettes. Mais une fois qu'on a dit ça, et on parlait tout à l'heure d'une image qui est à l'infini, pas à l'infini, qui a une certaine dimension, qui a une certaine luminance, qui doit avoir un contraste avec la scène réelle, tout ça sont des paramètres qui finalement, au-delà de la technologie,
vont apporter en fait au bon niveau la fonction nécessaire. Et je m'exprime, c'est au bon niveau, c'est-à-dire par rapport aux besoins, mais aussi dans les bonnes conditions. Et tout à l'heure, on parlait du système Google Glass, qui, pour ceux qui ont regardé un petit peu, c'est un système qui envoie une image virtuelle, mais dans la partie haute du champ visuel. Alors, tous ceux qui font des études physiologiques sur les sciences de la vision savent que c'est quand même pas l'endroit le plus confortable pour avoir accès à une image. Donc aujourd'hui, nous, on travaille sur des systèmes qui sont plutôt centrés, en droit devant, c'est-à-dire que le regard est naturellement posé là-dessus, et c'est le cerveau. On a pas mal d'informations tout à l'heure sur la relation avec le cerveau, mais la vision, c'est 20% d'œil, 80% de cerveau à peu près. Et donc, le fait d'avoir aussi une vision confortable et gérée par rapport aux besoins du porteur, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, on a les bases technologiques, on a le savoir-faire qui est autour, mais après, en faire un objet qui répond bien aux besoins du porteur dans des conditions de confort, de port constant ou pas, avec les notions d'interface et l'interaction de l'humain dont on parlait tout à l'heure, ce sont encore des pans qui sont complètement à ouvrir et qui demanderont énormément de temps. Donc oui, on peut répondre techniquement déjà maintenant, peut-être pas complètement et pas parfaitement. Votre opinion, Sébastien Knodel, sur est-ce qu'il y a des sauts, des ruptures technologiques à faire, les futurs ingénieurs qui sont là, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites de bosser sur quoi, concrètement? Adressez-vous à eux. Oui, en fait, il y a quand même encore quelque chose à faire. En fait, il y a une certaine maturité, ça c'est vrai. En fait, on peut maintenant vraiment répondre à beaucoup de besoins. Mais néanmoins, notamment dans l'optique, en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire pour créer des systèmes qui sont plus performants, plus précis, plus rapides, qui n'ont moins de problèmes optiques, en fait, qui sont peut-être qui permettent d'avoir des images mieux, plus claires, mieux calibrées, etc. On peut rentrer dans le détail si vous voulez, mais en fait là, pour les lunettes notamment, il y a des systèmes maintenant qui permettent d'avoir une certaine qualité de l'image, etc. Mais au niveau de contraste, au niveau de champ de vue, ils sont quand même très très limités encore. Du coup là, il y a beaucoup de choses à faire encore. Et au niveau de l'algorithmique, on a maintenant aussi une certaine maturité qui permet de faire vraiment, de créer plein de solutions vraiment pertinentes. Mais ils ne sont pas nécessairement toujours très précis, ils sont parfois aussi très limités par rapport à l'environnement qui change peut-être beaucoup à l'extérieur, etc. Donc ça c'est au niveau de hardware et software, on a maintenant une certaine maturité, mais pour créer des solutions peut-être aussi plutôt pour la grand public, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Pour l'industrie maintenant, vu que le périmètre peut être bien plus réduit, ça c'est assez, mais pour la grande public plus long. Et il y a encore maintenant une autre challenge quelque part, c'est l'interaction. Parce que si vous avez une tablette, vous faites la réalité augmentée sur la tablette, voilà, vous avez un écran tactile, du coup vous pouvez interagir. Sur la projection ou sur le lunette, c'est pas pareil en fait. L'interaction doit changer, doit être innové quelque part, qui n'existe peut-être même pas aujourd'hui. Et là, il y aura certainement quelques ruptures qui peuvent être tactiles ou par des gestes vocaux. Ça, en fait, c'est ça qui est bien dans la réalité augmentée. En fait, ça englobe plusieurs domaines de recherche. Vraiment, vision, 3D, hardware, optique, interaction, cognition. Johanna Dominici, quels sont, à votre avis, les principaux défis technologiques à relever? En partie les mêmes que ce que les deux premiers intervenants viennent de dire. Mais il y a quand même une différence dans l'aéronautique, c'est que ces systèmes de réalité augmentée, ils existent, ils volent déjà dans des avions, dans des hélicoptères. On a ces problèmes de champ de vue, de luminance, de contraste, mais finalement on a déjà des systèmes qui sont extrêmement performants, plus de 40 degrés de champ de vue, alors que les Google Glass c'est de l'ordre de 14-15. On a des luminances très élevées pour continuer à être capable de voir les informations, même quand les nuages sont éclairés par le soleil. Donc on a réussi, on a atteint ces objectifs. Par contre, la taille, le volume et le poids des systèmes que l'on a sont loin des Google Glass. C'est convenable pour des aviateurs finalement, mais pas pour le grand public. Et même pas pour tous les pilotes. Puisque là encore, on va faire la différence entre les pilotes militaires qui ont un casque Topol qui va intégrer des intensificateurs de lumière pour voir de nuit, un système optique avec donc une vue binoculaire, 40 degrés de champ, mais je vais vous montrer le
Donc je me vois mal me trimballer dans la rue avec un casque plus gros qu'un si casque de moto. Vous ressembleriez au Daft Punk. Ah non, ce sera Non, encore vous une prendrez planète pour un encore Daft plus Punk. lointaine. Mais donc en fait, les enjeux dans l'aéronautique vont être finalement de miniaturiser les systèmes tout en gardant les performances que l'on nous demande, puisque le besoin dans l'aéronautique, ça va être évidemment cette grande puissance de calcul, une forte luminance, un grand champ. Mais quand on va ensuite passer dans le domaine des pilotes civils, on va aussi avoir une question d'acceptabilité du design du produit. Les pilotes civils ne veulent pas ressembler aux pilotes militaires avec leurs gros casques. Un des exemples, c'est les lunettes Aviator Ray-Ban, qui sont assez attachés à ce design et à cette classe. Donc l'un des aspects importants, très importants même pour nos clients dans le civil, ça va être de réussir à leur faire un afficheur tête haute, porté, avec lequel ils garderont la classe. Allez-y. Bien sûr, Gérard Gély, parce que je pense qu'au niveau de la portabilité, de la légèreté, vous avez des choses à dire. Alors en fait, dans la petite vidéo tout à l'heure, je voulais montrer à quoi ressemblaient en fait les systèmes actuels sur lesquels on travaille. Donc ça, c'est ce système-là. Par rapport à ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure, en termes de champ, aujourd'hui sur une version binoculaire, là c'est une version binoculaire, en termes de champ sur une version binoculaire aujourd'hui, on est à 40 degrés. En termes de luminance, on peut être à 1500 candela par mètre carré. On a la capacité en fait de mettre un certain nombre de valeurs ajoutées sur le verre, et notamment de... Voilà, c'est pas un casque Topol en tout cas. Non, je sais pas si ça va, mais faire les miennes, hein. C'est assez subjectif. Mais c'est parce que c'est pas, vous n'avez pas l'image virtuelle. Pas très lourd. Mais on arrive quand même déjà à avoir des performances, et on est capable de mettre des fonctions assez sophistiquées sur le verre, notamment des fonctions photochromiques, peut-être plus tard encore plus sophistiquées, qui permettent de gérer aussi les contrastes. Donc on est quand même dans des performances et des degrés d'intégration aujourd'hui qui deviennent intéressants. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que les systèmes optiques, de toute façon, continueront à évoluer pour être de plus en plus fins, de plus en plus invisibles, de plus en plus performants, et de pouvoir localiser, ce que je disais tout à l'heure, la position de l'image aussi dans le champ. C'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais c'est quelque chose qui peut être très utile dans certaines applications, de pouvoir localiser cette image virtuelle dans le champ. Et puis, il y a énormément d'études à faire dans la partie compréhension du système visuel, dans les stratégies de vision, dans le fait d'accommoder sur une image virtuelle dans une scène réelle, dans une vision binoculaire, stéréoscopique, 3D. Les problématiques sont énormes et très intéressantes à adresser. Donc la technique a une maturité qui peut faire ce genre de prototype et éventuellement quelques dispositifs, mais toutes les études de l'utilisation des usages permettront finalement d'aboutir à l'objet réellement idéal dans tous les cas de figure. Et tous les cas sont différents. Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur. Attends, on va vous apporter un micro, très certainement. On ne devrait pas tarder à vous apporter un micro. On vous apporte un micro, voilà. Allez-y, présentez-vous. Bonjour, Gabriel Delage, j'élève à l'Institut d'Optique. Je vous posais une question parce que vous dites qu'il y a beaucoup de progrès en optique qui vont se faire, plus fin, plus de calcul, mais donc plus de consommation en énergie, je pense aussi. Et la vraie question, c'est sur des lunettes. À l'heure actuelle, vous corrigez la vue des patients qui ont des problèmes, mais quelle est la durée pendant laquelle c'est capable de fonctionner? Parce que j'imagine mal proposer à quelqu'un, vous êtes capable de voir, il va faire un tour et au bout de 2 heures, boum, il ne voit plus rien. Panne d'essence. Voilà, on se rend compte que pour le public, si on arrive à le démocratiser, on rend une petite dépendance comme le smartphone. De nos jours, on est obligé d'avoir un smartphone presque. Mais sur les lunettes, si jamais il y a une panne de batterie ou un manque de fiabilité, ça devient tout de suite beaucoup plus grave. Oui, tout à fait. Enfin, complètement d'accord avec l'idée de la robustesse et de l'autonomie du système. Dans les cas dans l'exemple que j'évoquais sur le traitement de certaines pathologies de basse vision, vu les puissances de calcul aujourd'hui nécessaires, vu l'autonomie nécessaire, le système est relié en filaire à une control box, mais qui rejoint pas uniquement la nécessité d'avoir une puissance de calcul et de l'autonomie dans une petite boîte, donc qui ressemble à un smartphone à peu près, mais aussi parce que l'ergonomie de l'interface pour des malvoyants, elle est tout à fait particulière. C'est-à-dire c'est des gens qui ne peuvent pas naviguer dans des menus habituels, d'abord parce qu'ils ne voient pas bien, et puis dont la notion
de commande par préhension est extrêmement spécifique. Donc il faut qu'on ait un boîtier qui réponde avec des fonctions particulières à des boutons d'une certaine forme, d'une certaine couleur, avec une certaine réaction. Tous ces éléments-là doivent être étudiés et optimisés. Donc aujourd'hui, on est dans une phase d'évaluation prototypage. Donc on est dans des phases où, sur des bases de protocoles étudiés en simulateur, l'Institut de la Vision, on a des cas d'usage particuliers sur lesquels on a répondu en termes de lunettes informatives par rapport à des performances, et on les teste en environnement réel. Toutes ces informations-là, on va les capitaliser dans un deuxième temps, et ensuite développer par itération successive les dispositifs ad hoc. L'idée, c'est quand même, pour des gens qui sont atteints de ces pathologies, effectivement, d'avoir un objet en port permanent. Donc il faudra qu'on arrive à avoir un usage en port permanent de ces fonctions-là. Pour l'instant, il faut quand même valider les fonctions avant d'en faire un produit définitif. Benoît Leblanc, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, je crois que la dichotomie, elle n'est pas professionnelle grand public. Ça, vous avez commencé à amorcer l'affaire, je pourrais insister dessus. La dichotomie, elle est utilisateur-usager. Alors, en français, on a deux mots différents pour dire user, en anglais, et je crois qu'il faut en profiter. C'est-à-dire que l'utilisateur, c'est quelqu'un qui va avoir un outil, un travail ou une action, alors qu'un usager, c'est quelqu'un qui se glisse dans un service. Et donc là, par rapport aux lunettes en question, si ça marche 2 heures, mais que la personne a vraiment des problèmes de vue rédhibitoires, ces 2 heures-là, ça peut être une bouffée d'oxygène énorme pour elle. Donc ça devient un utilisateur. C'est quelqu'un qui prend un outil pour une tâche particulière, pour une action particulière. Mais ça ne sera pas généralisable à tous ceux qui ont une petite coquetterie dans l'œil ou quelque chose comme ça, qui finalement vivent très bien avec leurs défauts, en quelque sorte, ont appris à vivre avec, et eux, ce sont des usagers. On a la même chose avec le téléphone portable. Quand les premiers à utiliser le téléphone portable, c'était les services d'intervention, les pompiers, les médecins, etc. Et quand les artisans, qui sont tout aussi professionnels que les pompiers, ont utilisé le téléphone portable, c'est parce que ça devenait des usagers. Ça devenait un outil qui était effectivement, qui rendait plus service, il se glisse dedans. Un artisan n'a pas besoin de savoir comment fonctionne, moi non plus d'ailleurs, comment fonctionne mon téléphone portable, ça devient quelque chose dans lequel je me glisse. Par contre, mon ordinateur, je l'utilise comme un utilisateur, parce que je vais trifouiller dedans, je vais faire des choses dedans qui sont plus précises. D'autres questions? Monsieur. Et puis ensuite, monsieur. Enfin, j'ai quelques remarques et une question. Parce qu'on parle beaucoup de lunettes, la réalité augmentée, c'est pas que ça. Bien sûr. En automobile, on parle de vision tête haute, comme l'a cité la personne de Thales avec, sur la 3008 et la 5008. Mais le futur, après, c'est la réalité augmentée en utilisant toute la surface du pare-brise. D'accord? Donc on aimerait bien envoyer l'information à plusieurs plans focaux, donc 3 mètres et 20 mètres, on parle de ça, pour superposer les informations de navigation directement sur la route. Les verrous qu'on a actuellement, c'est effectivement le volume et le poids, et le prix. Alors le prix peut-être est moins important en aéronautique, mais en automobile, ça l'est. Et du coup, ma question, c'est, en aéronautique, vous parlez pas beaucoup de casques, mais est-ce que vous avez des systèmes sans casque? Merci d'avoir rappelé en tout cas cette dimension de la réalité augmentée. Oui, c'est ce que j'appelais au tout début les HUD, c'est aussi le même nom dans l'automobile, les Head-Up Display, par opposition à HMD pour Head Mounted Display. Donc il y a en effet de la réalité augmentée dans des systèmes qui sont posés dans le cockpit, donc pas sur la tête du pilote. Et on va aussi travailler pour des systèmes qui sont un peu moins matures sur de la projection pare-brise, comme vous parlez. Mais finalement, c'est une sorte de HUD. Après, on peut aussi, avec la réalité augmentée, se poser la question d'avoir des informations collimatées ou non. On travaille sur tous ces sujets-là dans le département d'innovation de Thales Avionics. Donc, pour certains sujets n'ont pas encore été divulgués, donc je viendrai vous en parler une autre fois, dans quelques années. Mais oui, en effet, on travaille sur ce sujet de réalité augmentée non portée sur la tête. Monsieur. Bonjour, ma question s'adresse à Monsieur Gilly. Moi, je suis Stéphane Cousin, théoriste, intégrateur de solutions de réalité augmentée pour le monde industriel. Il y a 2 questions. En fait, les lunettes que vous développez, j'imagine que c'est vous qui développez le prototype. Et est-ce que vous avez des ambitions en dehors, je dirais, du marché dont vous avez parlé? Pourquoi vous n'utilisez pas ces lunettes pour, je dirais, d'autres solutions de réalité augmentée? Alors, j'ai pas dit qu'on les utilisait pas. J'ai juste parlé de la basse vision pour l'instant. Je le mentionnais tout à l'heure. En fait, la mission d'Essilor, effectivement, c'est de faire en sorte que tout le monde voit bien. Ça, c'est quand même le premier objet. Donc,
que sur ces systèmes-là, on adresse déjà les problématiques de vision, nous semble évident, et il y a un réel besoin et une réelle attente. Si vous connaissez un peu le domaine de la basse vision et des solutions qui sont proposées par rapport au système réalité augmentée, c'est effectivement, comme le disait Benoît tout à l'heure, c'est une expérience visuelle sensorielle assez extraordinaire pour ces gens-là. Et c'est vrai que sur l'idée de n'avoir que 2 heures d'autonomie, le petit film que je voulais vous montrer, c'est quelqu'un qui déambule dans la rue, c'est quelque chose qui est débrayable, hein, le système, et il l'utilise que quand il a besoin de l'utiliser. Il ne l'utilise pas en temps constant. Donc, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, on peut tout à fait imaginer travailler sur ces sujets-là au-delà de la basse vision. Ce qui nous intéresse déjà chez Essilor, et je le mentionnais tout à l'heure, c'est toutes ces notions de confort visuel et d'adaptation au porteur. C'est quand même, on parle là d'une vision qui est construite à l'infini, on parle dans certains cas de convergence à une certaine distance. Tout ça sont des stratégies de vision différentes qu'on connaît bien chez nous. Donc on étudie plutôt en fait les principes au départ, et puis en fonction de ça, on commence à développer effectivement les réponses. Donc on n'a peut-être pas pris le cas le plus facile qui était la basse vision, mais en apprenant comme ça, je pense qu'on est plutôt bien positionné dans le futur pour pouvoir répondre à un certain nombre de systèmes. Ça tient quand même beaucoup à l'objet en lui-même, de la façon dont il est construit, et encore une fois, on répondra bien à ces sujets-là qu'une fois que le contexte et les besoins ont été clairement identifiés. Voilà. Bonjour, Kevin Vérac de la Direction Générale de l'Armement. Je pense que l'ensemble de vos interventions montrent que l'évolution technologique est plus rapide que l'évolution en termes d'usage de la réalité augmentée. Ça fait un peu penser à la période des lasers, où à la période de leur invention, on se demandait à quoi ça allait servir. Le fait qu'il y ait des Glass Explorer montre également qu'il y a des questions d'adoption des produits et d'acceptabilité. Et ma question concrète est la suivante, c'est comment vous faites face aux contraintes réglementaires de certification dans le cadre du développement de vos produits? Bon, je continue sur les lunettes. Il n'existe pas de produits de lunettes à réalité augmentée, donc il n'existe pas de normes aujourd'hui. Donc elles sont à créer. Et elles sont à créer à la fois sur la partie optique, donc d'interaction avec le champ visuel, mais également avec tout ce qui est objet connecté intégrant des fonctions complexes, que ce soit de l'énergie, de la télécommunication, voilà, toutes sortes de radiations. Donc ces éléments-là, on a des éléments de référence qui existent déjà, comme les téléphones, les smartphones, mais néanmoins c'est quand même assez spécifique. Donc il va falloir adresser ces situations-là. Aujourd'hui, si vous regardez bien, il n'y a que très peu de produits qui sont vendus. On citait Epson tout à l'heure, qui vend le sien. Mais tout le reste est considéré comme des kits de développement, donc ils ne sont pas assujettis en fait aux contraintes de normes et de standards des produits. Mais de toute façon, nous y travaillons déjà, mais on n'est pas les seuls. Dans l'aéronautique, par contre, évidemment, le problème de certification, c'est un vrai problème sur lequel on se penche dès la conception du produit. Là, par contre, il y a des normes qui existent déjà sur les head-up displays et sur les casques. Alors, sur les casques militaires, on a on n'a pas vraiment ce problème. C'est grâce à l'usage que l'on démontre que l'on peut utiliser le système. Mais dans le civil, on a des normes. Il y a des autorités de certification qui les rédigent. Donc, on a des centaines et des centaines de spécifications que l'on doit satisfaire. Et pour les nouveaux usages qui apparaissent et les nouveaux produits, en fait, les industriels comme Thales, mais tous les industriels de l'aéronautique travaillent main dans la main avec les autorités de certification pour faire évoluer ou pour créer de nouvelles normes qui vont s'appliquer. Donc on travaille avec les autorités de certification pour créer les normes qui n'existent pas encore et faire en sorte qu'elles aillent dans le meilleur sens possible, en fait, pour que tout le monde soit satisfait. Et puis celles qui existent déjà, eh bien, on s'y plie. Alors on devrait pouvoir regarder ce petit film que vous nous avez apporté sur Angélique. En attendant, pour compléter la réponse en fait, qu'on vient de donner, c'est qu'il y a, outre l'aspect certification technique du produit, etc., voilà. On va peut-être le lancer après. Il y a des questions qui sont posées à la fois sur l'aspect usage, sécurité en termes d'usage, et aussi des aspects sociétaux, qui ne sont pas forcément très bien définis aujourd'hui. C'est-à-dire comment cet objet-là s'intègre dans la vie de tout à chacun et sans apporter une part de risque. Et comment on peut l'évaluer. Voilà. Donc il y a l'aspect certification technique
produits, manufacturing, ça c'est évident, mais aussi au-delà de ça, quelque chose qui est assez particulier à l'usage de ces nouveaux dispositifs. Alors, j'essaie de regarder Subtifine. Alors, Subtifine, en fait, c'est une simulation qui est faite à l'Institut de la Vision et qui vous simule ce qu'une personne atteinte de DMLA voit, elle ne voit pas, c'est-à-dire sa partie centrale. Et là, on voit en fait le système qui vient taguer en fait une information qui est une affiche, qui vient la grossir, et donc là, on voit la façon dont la personne va se déplacer pour pouvoir accès à l'information malgré sa déficience. Donc en l'ayant agrandi, et vous avez vu qu'on est changé, on est passé à un élément de contraste différent, donc c'est l'effet de soyage. On définit, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a défini des protocoles qui, pour chacune des pathologies, dit quel type de traitement de l'image il faut apporter à cette pathologie. Donc on peut grossir, on peut faire du soyage comme ça, c'est-à-dire augmenter le contraste, on peut travailler aussi sur la saturation des couleurs. Il y a énormément en fait de paramètres optiques, visuels, qui permettent en fait à la personne qui est atteinte de cette déficience de pouvoir avoir accès à cette information sans laquelle elle ne peut absolument rien dire. Donc on est vraiment dans un cas d'usage particulier où le système réagit et réagit en ayant les critères de réaction qu'il faut pour que la personne qui porte ça arrive à avoir ça en gardant, encore une fois, on ne corrige pas, on n'en supprime pas le défaut, on s'adapte au défaut. Et la personne développe une stratégie de vision qui lui est propre, mais ils ont des capacités de développement énormes. Mais il faut les deux pour que ça marche. Voilà, il y a à la fois le comportement. Maladie terrible. Monsieur. Bonjour, Vincent Havard du laboratoire de l'usine. Je voulais savoir si vous aviez des retours d'expérience sur les temps d'usage, c'est-à-dire que ce genre d'augmentation qu'on apporte à l'utilisateur, si elles ne sont pas très stables, si, ça peut fatiguer l'œil, donner des nausées. Est-ce que vous avez des retours d'expérience là-dessus? Il y a beaucoup de questions pour Gérard. Tout le monde peut répondre, mais alors on est dans une phase d'expérimentation, voilà, donc on va avoir ces retours d'expérience. La fatigue visuelle, c'est un sujet qui dure depuis longtemps et qui durera encore très longtemps. C'est-à-dire que, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, la vision, c'est qu'une partie, le système visuel, l'œil, et puis le reste, c'est le cerveau. Et donc la fatigue visuelle est liée à des tonnes de paramètres, physiologiques, physiques, techniques. Donc quand vous portez ces systèmes-là, bon, vous ne pouvez pas tous les essayer, mais c'est quelque chose qui est, pour ceux qui peuvent les essayer, qui est une expérience sensorielle assez particulière, puisque vous avez une image virtuelle qui flotte dans votre champ réel, et votre cerveau, a priori sans effort, il va accommoder dessus, ce qui n'est pas tout à fait naturel a priori, mais il le fait très bien. La seule chose après, c'est qu'il le fasse très bien dans le temps et qu'il puisse effectivement bénéficier de cet apport-là, de cette image complémentaire dans son champ, sans avoir de fatigue, de maux de tête, de nausées, de choses comme ça. Ce que je mentionnais tout à l'heure sur les Google Glass, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous positionnez l'image dans une partie du champ qui exige un effort maintenu, qui en termes déambulatoires va vous poser des problèmes d'équilibre ou des choses comme ça, oui, vous allez être inconfortable, oui, vous n'allez pas le garder longtemps. Si votre système il est défini et conçu pour être confortable dans le sens 1 de la projection et 2 en termes de correction, on peut définir un verre ou un système qui soit plus confortable qu'un autre. Nous, chez Essilor, c'est le genre d'études structurelles que l'on fait. Donc on va à la fois faire des études, vous avez vu des simulations, on a des panels de ces personnes atteintes de ces différentes pathologies pour lesquelles on met en condition un certain nombre de propositions simulées, et puis on définit comme ça quelle est la meilleure des réponses. Encore une fois, c'est un bénéfice par rapport à un manque. En fait, il faut considérer pour ces personnes-là, c'est un vrai apport par rapport à ce qui leur manquait. Donc ils sont prêts à faire un effort par rapport à une notion d'inconfort. Ce que vous mentionnez, c'est plus qu'un inconfort, c'est un mal-être ou quelque chose comme ça. Donc définitivement, il y a des moyens de traiter ça. Par contre, ce sont des études assez complexes à faire. Hein. Le porteur, ce n'est pas un objet qu'on peut modéliser facilement. Et donc, le fait d'y rajouter une image virtuelle dans son champ complexifie encore plus cette approche-là. Mais oui, on sait traiter ça. Oui, on sait, et on espère bien, pouvoir proposer des solutions les plus confortables possibles ou les moins inconfortables possibles, tout en restant au juste équilibre, au bon compromis entre ce qu'apporte cette information en plus et ce confort. Voilà. On comprenne bien, donc les images qu'on a vues tout à l'heure, le patient peut les voir, ou le porteur des lunettes peut les voir grâce à ces lunettes-ci, c'est ça? J'ai l'autre petit film tout à l'heure, mais comme il est sonore, on m'a dit qu'on ne pouvait pas le passer. Mais oui, voilà, donc ça c'est un monoculaire, donc c'est un système où il n'y a qu'un seul œil qui est équipé.
Donc il a une petite caméra sur le côté là, qui vient prendre la scène. Il a un système qui est relié à ce qu'on appelle une control box, donc je dis qu'il est à peu près de la taille d'un téléphone portable. Et ensuite, on lui renvoie l'image dans l'autre œil de celle que vous avez vue sur le simulateur. C'est ça le principe du fonctionnement. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, voilà, si c'était mieux, est-ce que ça peut être plus léger, quelles améliorations on peut apporter à ces lunettes? Allez-vous apporter à ces lunettes? Alors, différentes façons de répondre. Ce qu'on intègre dedans est plus ou moins lourd déjà. Donc les systèmes optiques, l'intégration, les batteries, voilà, ce sont des choses ça qui sont pèse plus ou moins combien? lourdes. Ça 200 grammes? Moins que ça, 140 grammes. 140 grammes. En binoculaire, on est à 140 grammes. On est un petit peu moins en monoculaire. Mais pour ceux qui portent des lunettes, il y en a quelques-uns, une paire de lunettes, ça pèse 20 à 30 grammes à peu près, hein, des fois plus léger, des fois un peu plus lourd. Hein. Donc 100 à 120 grammes, c'est déjà une notion d'inconfort. Au-delà de la notion d'inconfort, il y a la notion d'ergonomie, de stabilité, d'équilibre. C'est-à-dire que ces systèmes-là sont peut-être plus lourds, mais s'ils sont bien équilibrés, ils sont mieux appréciés ou moins mal appréciés, tout dépend. Donc l'idée qu'on en a déjà, c'est avant que de vouloir réduire à tout prix le poids, et le prix, lapsus, c'est de rentrer en fait toutes les fonctions qui sont nécessaires par rapport aux besoins. Or là, on a besoin vraiment de travailler avec les utilisateurs, qu'ils soient professionnels dans le domaine du médical ou pas, pour pouvoir bien définir ce dispositif. Et ensuite, on aura la courbe d'optimisation qui va passer par plus grande performance, plus grande intégration, poids plus faible, etc., etc. Benoît Leblanc, vous vouliez apporter une réponse en complément? Pour insister encore une fois sur la plasticité à la fois cérébrale et physiologique, alors les lunettes, moi celles que j'ai, elles sont complètement statiques, plates, mais c'est quand même une réalité augmentée, c'est-à-dire que j'y vois quand même beaucoup mieux que là. Donc c'est quand même de la réalité qui est déjà augmentée pour moi. Les systèmes de lunettes à focalité variable, ce que vous avez fait chez Essilor quand même depuis très longtemps, sont des systèmes qui, quand on les met, ça fait un mal de tronche la première journée, c'est impressionnant, quoi. On peut pas les... Il faut s'y habituer. Et donc encore une fois, la plasticité de la personne, mais c'est une question de coefficacité. C'est-à-dire que quand on a besoin de passer ce cap pour être capable d'aller au-delà, eh bien on va le faire, quoi. Donc il ne faut pas se focaliser sur... peut-être que les lunettes là auraient fait un tabac dans les années 50, un peu moins maintenant à cause de leur look actuel, etc. Mais si elles apportent un réel confort pour la personne qui va l'utiliser, eh bien forcément il va l'utiliser. C'est-à-dire qu'on pense à la slide que vous avez montrée tout à l'heure avec les différents téléphones portables. Exactement. Et là, on peut s'imaginer ce que ça va être. Si ces lunettes-là sont au premier rang de l'évolution, finalement, on peut s'imaginer ce que ça va donner. Et le plus important, c'est effectivement qu'elles soient équilibrées. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être faire le deuxième bras en titane, enfin plus lourd, je ne sais pas quoi, histoire de pouvoir avoir effectivement une lunette qui soit équilibrée. Parce que ça, par contre, ça va être embêtant. D'autres questions? Monsieur. Et puis ensuite, monsieur au bout. Alors, monsieur avec les chemises blanches. Bonjour, Tom Perrault de l'Institut d'Optique. Je me place dans l'hypothèse où ça serait, tous ces systèmes de réalité augmentée seraient adaptés à l'usager, comme on a dit tout à l'heure. Et j'aimerais poser une petite question, qu'est-ce que vous pensez au niveau de la sécurité? Plus spécifiquement, on parlait de où allait être disposée l'image au niveau de la réalité augmentée. Est-ce que c'était au-dessus, par exemple avec les Google Glass, ou en plein dans le champ? Si c'est au-dessus et pas directement en face de nous, on a la volonté en fait de regarder cette image qui va augmenter la réalité, alors que si c'est en face de nous, on pourrait peut-être être perturbé et quitter la vraie réalité. Je voulais savoir ce que vous pensez au niveau des problèmes de sécurité que ça pourrait poser. Sébastien Knodel, c'est certainement une question pour vous. Oui. Bah, en fait, effectivement, c'est très important, notamment pour l'industrie, de trouver des solutions en fait, pour que la sécurité de la personne qui utilise, par exemple, des lunettes ou des systèmes en général soit gardée. En fait. Ensuite, il y a une fois... nous, par exemple, on n'utilise que des systèmes qui vont directement augmenter la réalité dans votre chambre. Pas comme les Google Glass qui vont, où vous devez en fait aller vers le haut, par exemple, pour voir en fait la réalité augmentée. Du coup, en fait, c'est surtout, il s'agit, en fait, ça dépend de quel système vous l'utilisez, mais pour les lunettes, effectivement, en fait, ils sont très invasifs, ou ils peuvent être très invasifs. Ça veut dire en fait, vous pouvez créer une immersion très grande. Ça veut dire, ça peut même devenir la réalité immersive au lieu de la réalité augmentée. Et dans ces cas-là, effectivement,
ça peut créer des risques de sécurité dans votre environnement. Mais ça, c'est en fait quelque part un cas qui doit être traité par usage, en fait, par cas d'application. Et du coup, ensuite, si on prend l'exemple de l'industrie, effectivement là, il faut respecter certaines normes qui existent, et aussi au niveau de l'affichage, en fait, permet en fait l'utilisateur de toujours suffisamment bien pouvoir observer son environnement pour ne pas créer des risques, et quand même afficher les éléments nécessaires pour qu'il puisse faire son travail de manière sécurisée avec les informations de réalité augmentée. En fait, c'est une espèce de trade-off. En fait, il n'y a pas une seule règle qui va dire « Ok, vous respectez ça » et après, il n'y a plus de risque. Ça dépend vraiment des cas d'usage, de la situation, grand public ou voilà, industrie, et aussi le dispositif lui-même. Avec un système projectif, par exemple, vous allez avoir moins de problèmes de sécurité parce que c'est un système qui n'est pas porté par la personne, qui va afficher sur l'objet lui-même. Donc en fait, les risques seront beaucoup plus petits qu'avec des lunettes où en fait, on va augmenter carrément votre champ de vue, donc ça a un impact directement sur vous-même. Et avec les tablettes, c'est un petit peu intermédiaire, où vous allez regarder au travers des tablettes un objet. Du coup, en fait, vu que vous êtes focalisé sur l'écran, effectivement, ça peut créer également des risques. Mais quand même, ce n'est pas encore à ce niveau d'immersion que vous avez avec des lunettes. Donc il n'y a pas une seule réponse, il y aura beaucoup de réponses en fait. Merci. Johanna Dominici, vous voulez peut-être ajouter quelque chose par rapport à cette question de la sécurité? Oui, donc en effet, dans l'aéronautique, dans les cockpits, les systèmes de réalité augmentée que l'on a, ce que l'on veut, c'est que ce soit en face du pilote, puisqu'en fait, on appelle ces systèmes des afficheurs tête haute pour que le pilote puisse garder la tête haute, qu'il puisse regarder à l'extérieur du cockpit, notamment dans les phases critiques de décollage et d'atterrissage. Dans la phase d'atterrissage, comme je disais tout à l'heure, on va afficher dans ces afficheurs tête haute des informations pour piloter l'avion et aussi des informations de représentation synthétique du terrain, par exemple, qu'on va pouvoir enrichir avec la position exacte de la piste d'atterrissage, des waypoints de la trajectoire à suivre, ce genre de choses. On fait très attention dans l'aéronautique à justement ne pas trop surcharger les informations et donc le champ de vue du pilote. On fait attention à l'exacte position où on place ces informations. Donc on va avoir des informations très importantes comme la ligne d'horizon ou le vecteur vitesse qui indique vers où va l'avion, qui vont vraiment être dans le champ central. Sur les bords, on va avoir les échelles de vitesse et d'altitude. Mais c'est vrai que dans cette réalité augmentée, ou on peut aussi dire réalité virtuelle quand on affiche le terrain synthétique sur les écrans en tête basse, donc sur le tableau de bord du cockpit, on a vu que des pilotes avaient une certaine tendance à oublier qu'ils étaient en train de regarder un système synthétique, donc qui leur représentait juste une base de données du terrain et que ce n'était pas la réalité. Il peut y avoir des erreurs de localisation de l'avion, des erreurs dans la base de données, et les pilotes oublient ces imprécisions potentielles, et ils ont tendance à se focaliser sur la piste qu'ils voient en synthétique et à faire atterrir l'avion rien qu'en se concentrant là-dessus. Donc à oublier finalement. On est meilleur en vision on est meilleur en optique qu'en son, hein, je crois ici. Mais c'est normal en même temps. Oui, les pilotes ont on a notre ami Larsen qui est oublier, avec nous depuis ce matin. Les pilotes ont tendance à oublier que c'est de la réalité augmentée ou virtuelle. Donc ils se concentrent, ils se focalisent uniquement sur cette piste synthétique qu'ils voient et jusqu'à poser l'avion. Donc heureusement on voit ça plutôt dans les simulateurs, mais ça nous fait réfléchir nous du coup en tant qu'industriels à quel mécanisme ajouter, implémenter, se dire que par exemple à une certaine altitude, quand on est très proche de la piste, on va éteindre le système par exemple, puisqu'on veut faire en sorte que le pilote se reconcentre sur la vie réelle. Donc ça c'est une des possibilités, mais il y en a d'autres. Merci. Monsieur, vous avez une question? Oui, bonjour. Donc Vincent Mervès, du laboratoire d'ingénierie système de Versailles. J'avais une question justement sur le débat. On voit que la réalité augmentée fait appel à des différentes technologies pour afficher des images justement pour l'utilisateur, fait appel aussi à des technologies pour également capter l'environnement, pour essayer de scénariser ces informations dans l'environnement. Et tout ça pour créer justement une expérience utilisateur. Et ma question était, comment vous faites pour concevoir justement cette expérience utilisateur, pour prioriser justement les différentes contraintes en fonction des différentes pistes technologiques,
et également en fonction de la tâche que doit réaliser l'utilisateur avec justement cette expérience utilisateur conçue. Voilà. Avant de répondre à votre question, je voulais finir de répondre à la question précédente. Pourquoi pas Juste par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, je vous l'ai dit, on fait soit des systèmes monoculaires, soit des systèmes binoculaires. Et on avait une idée en fait à attacher aux deux qui était assez différente, qui était soit du nomadisme, soit de la mobilité. C'est-à-dire, on peut considérer, et on considérait qu'un monoculaire, c'est-à-dire que de n'avoir qu'un seul des deux yeux équipés par une image virtuelle, laissait la latitude en fait au porteur à avoir toujours accès à la scène réelle en temps réel, enfin tout le temps, voilà, de manière constante, pardon. Alors que la mobilité, notamment dans les systèmes binoculaires, qui nécessitent en fait une action, c'est une construction quand même d'une vision 2D stéréoscopique, c'est d'avoir effectivement l'attention très portée sur l'image. On imagine aujourd'hui, ça revient un petit peu à la question tout d'après, on imagine quand même aujourd'hui des cas d'usage particuliers en fonction en fait des besoins, mais qui font appel à des systèmes qui sont plus ou moins invasifs, même si dans le cas dont on parle ici, ce sont des systèmes qu'on appelle see-through, c'est-à-dire transparents, c'est-à-dire on voit à la fois la scène réelle et l'image virtuelle. On n'est pas dans un système de réalité virtuelle où on est 100% occlusif, c'est-à-dire on ne voit plus la scène réelle. On essaye d'être dans la situation où on a les deux, accès aux deux. Mais je suis assez d'accord sur l'idée que quand on est en vision stéréoscopique avec un système binoculaire, c'est quand même beaucoup plus prégnant comme impression que le système monoculaire, dans lequel vous gardez une certaine liberté d'accès à la scène réelle. Voilà, c'était pour compléter les réponses d'avant. Et sur la deuxième question, donc et sur la deuxième question, c'est une très bonne question et assez difficile pour y répondre. Pour ce qui nous concerne, en fait, comme je le disais, on a démarré sur les personnes atteintes de pathologies particulières. Et on a fait appel à un institut académique pour définir quelle pouvait être, c'est une sorte de triptyque entre la pathologie, le cas d'usage et les réponses du système. Et la priorisation, finalement, elle tient compte d'abord du besoin du patient par rapport à sa pathologie. Donc, dans ce cas-là, la priorité, elle est relativement simple à faire. Après, il y a toujours des itérations qui fait que le système va bien répondre à la demande, donc il faut qu'on modifie un peu ça. Mais notre processus il est basé sur ce triptyque-là et qui tient compte d'abord du besoin et de la réponse pour cette pathologie. Chez Thales, on a des personnes que l'on appelle des spécialistes facteurs humains. On travaille aussi avec l'école de cognitique de Bordeaux et on va travailler avec les utilisateurs. On fait du design centré utilisateur. On travaille aussi avec des designers qui nous apportent une autre façon de penser que les ingénieurs, puisque leur formation à la base même est différente. Et donc avec ces personnes facteurs humains, on va définir, on va essayer on va prototyper, on va tester, on va faire des itérations. On va définir les IHM, donc les interfaces homme-machine, donc les fonctions que l'on affiche en tête haute. On va faire passer des pilotes Thales. On va aussi inviter des clients à tester ces fonctions. On va récupérer leurs retours, leur feedback, et on va améliorer, et on va rentrer dans un deuxième cycle d'itération. On va aller dans les salons aéronautiques, par exemple, pour leur montrer nos prototypes. Donc c'est vraiment, à la base, on essaye d'avoir une vue un peu du besoin technique. Dans l'aéronautique, c'est pas juste pour faire plaisir aux pilotes qu'on a ces afficheurs tête haute, c'est pour pouvoir opérer l'avion dans des conditions notamment de mauvaise visibilité. Donc c'est comment faire pour que l'avion puisse décoller ou se poser alors que si on n'avait aucun système, en fait, le pilote ne voit quasiment pas, ou en tout cas pas suffisamment pour atterrir dans des conditions suffisamment sûres. Donc on a ce besoin technique d'améliorer la vision de l'extérieur, et ensuite on va se concentrer sur les pilotes et donc l'humain en se demandant quelles informations afficher, sous quelle forme, à quel moment, dans quelle partie du champ visuel on doit le faire pour que ce soit le mieux possible, le plus intuitif possible pour les pilotes. Donc on travaille justement avec des personnes chez nous, on a un département spécialisé là-dessus, dans le département d'innovation. On va travailler avec l'Institut de cognitique, mais c'est vraiment, en fait, il faut ne pas oublier d'inclure les utilisateurs finaux dans le processus de conception dès les phases d'imagination des fonctions. En fait.
Monsieur, vous aviez déjà pris la parole, alors si toutefois... Oui, monsieur, vous n'avez pas encore eu l'occasion de poser une question. Oui, c'est Chinda, c'est de l'Université d'Orléans, mais dépendant du centre de recherche de Cordeliers, Paris 6, Paris Descartes. Alors ma question est la suivante. Pour le moment, on a pu progresser en matière de la myopie, on a trouvé des solutions. De l'hypermétropie, on a trouvé des solutions. La rétine, actuellement, on est en train de travailler pour pouvoir améliorer en créant des cônes et des bâtonnets pour que celui qui est aveugle puisse quand même voir. Mais le vrai problème, c'est le nerf optique. Quand il est écrasé, on a la cécité. Est-ce que vous essayez de travailler parallèlement avec d'autres, depuis la découverte de nanoparticules, vous devez voir parallèlement si un jour ou l'autre, on pourra donc remplacer le nerf central optique pour que l'aveugle, même ceux qui marchent avec les chiens, puissent voir. C'est tout. Vous avez une question, vous êtes beaucoup sollicité. Hein. Oui, je suis beaucoup sollicité, mais là par contre, je ne sais pas, j'ai pas beaucoup d'éléments de réponse. En fait, je comprends votre question. La façon la plus évidente pour moi d'y répondre, c'est que tout à l'heure, Benoît a montré une image en fait qui vient du laboratoire du professeur Sell, je pense, qui est en fait justement cette espèce de pastille qu'on met sur la langue des gens. Et l'expérience que moi je connaissais, c'était les lettres, c'est-à-dire ils savaient reconnaître, visualiser les lettres qu'on leur imprimait, entre guillemets, qu'on leur faisait sentir sur la langue. Donc ça, c'est une impression, enfin, encore une fois, c'est une réponse palliative et pas curative. Dans le curatif, il y a pas mal de choses qui se font en chirurgie, ophtalmique, les implants intraoculaires, enfin il y a un certain nombre de réponses. Spécifiquement sur le nerf optique, j'en ai absolument aucune idée, je ne peux pas vous répondre. Je pense qu'il y a des déficiences auxquelles on ne peut pas pallier. Il faut vraiment se substituer et remplacer par quelque chose d'autre. C'est quand même pas trop le centre de gravité des études qui sont menées à Essilor. On a des partenariats avec des laboratoires CNRS académiques qui commencent à regarder ce genre de choses, mais on est quand même beaucoup plus centré sur les sciences de la vision que sur les problématiques de cécité. Donc la vision jusqu'à la basse vision, mais pas jusqu'à l'absence de vision. C'est vraiment un domaine tout à fait particulier. Par contre, le fait de pouvoir effectivement mieux connaître le système visuel dans sa globalité, y compris ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, ça c'est un pan qui nous intéresse et que je ne peux pas trop décrire ici, mais qui va nous permettre d'aller un cran plus loin dans la connaissance des systèmes visuels et de ce que l'on peut faire au travers des systèmes qui soient passifs ou actifs pour ça. Mais encore une fois, non, sur la chirurgie, je ne sais pas vous répondre, en tout cas sur le nerf optique. C'est un petit peu embêtant de rester sur une question sans vraie réponse, alors du coup, s'il en reste une à laquelle... Mademoiselle. Et ça sera la dernière question. Bonjour, Sandra Dozen de l'Institut de recherche Systemix. Moi, je me posais une question par rapport à la multiplicité des systèmes que vous nous avez présentés. Donc, il y a des lunettes pour les déficients visuels, il y a la réalité augmentée pour les pilotes. Tout ça, c'est des systèmes qui sont totalement différents. Et moi, je me disais qu'à la croisée de tous ces chemins-là, il y a l'automobile. Parce que dans l'automobile, on aimerait bien avoir les systèmes des pilotes, on aimerait bien avoir la vision infrarouge pour voir correctement de nuit. Et qu'on le veuille ou pas, on a la possibilité, quand on est déficient visuel, de conduire une automobile. Et donc l'automobile, finalement, se retrouve à la croisée de tous ces chemins. Et j'aimerais savoir s'il y a des axes de recherche que vous menez en commun entre l'aéronautique, l'optique et l'automobile pour justement amener tous ces systèmes dans l'automobile, en faire la synthèse et peut-être prioriser, voilà, qu'est-ce qu'on affiche, qu'est-ce qu'on va afficher, est-ce que c'est l'infrarouge, est-ce que c'est le GPS pour la navigation, est-ce que c'est compatible avec la correction des déficiences visuelles. Et voilà, donc est-ce que l'idée de mettre l'automobile à cet endroit-là, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous menez déjà des recherches dans ce sens? Une réponse brève, Johanna Dominici. Et d'abord... En fait, il y a plein d'éléments dans votre question. Le premier, c'est vous parlez de la voiture. Moi, je parlerai de tous les objets ou de tous les systèmes qui se déplacent. On peut parler de la voiture, on peut parler des bateaux, on peut parler de plein de choses, on va parler des avions. Donc ça, c'est un point particulier. Le fait qu'on travaille et on a des contacts,
encore une fois, on discute sur ces sujets-là avec différentes entités, qu'elles soient industrielles ou académiques. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a une stratégie établie par rapport à ça. On est dans un champ qui est en train de se décrire, qui est en train de se construire. Donc on a besoin d'un petit peu de concret, d'avoir des boucles d'itération, de compréhension avant de pouvoir développer ça de manière plus large. Je n'ai pas de doute que ça se fera. Mais en ce qui nous concerne, pour l'instant, on est un petit peu dans la phase avançante. Bon. Le mot de la fin. Moi, ma réponse va être assez brève et certainement décevante, mais non, en effet, dans l'aéronautique, on ne travaille pas vraiment avec les personnes de l'automobile pour une simple et bonne ou mauvaise raison, qui est le coût principalement et aussi l'encombrement des systèmes qui ont un prix dans l'aéronautique qu'on ne pourra pas justifier sur une voiture. Par contre, ça pourrait être en effet une chose intéressante de le faire. On va aussi se demander si les Google Glass pourront pas être tout simplement, on se lève le matin, on les met, au petit déjeuner on a les informations, ensuite quand on monte dans la voiture pour aller au travail on va avoir l'infotrafic et le GPS, si cette personne est pilote de ligne elle va pouvoir peut-être regarder son plan de vol et le prochain vol qu'elle va effectuer, peut-être qu'une fois dans le cockpit on aura des informations liées au pilotage de l'avion. Mais en effet, tout cela, il faudrait que tous les acteurs discutent ensemble et puis qu'on arrive à des systèmes qui intègrent toutes les contraintes, que ce soit dans la vie consumer, donc grand public, de bas prix, peu encombrant, sans fil pour pouvoir le transporter partout et donc une autonomie assez conséquente, et puis toutes les contraintes de sécurité, de certification qu'on va avoir dans l'aéronautique. Aujourd'hui, on ne sait pas faire le compromis. Aujourd'hui, quand on prend toutes ces contraintes en même temps, on n'a pas de produit qui existe. Une prochaine table ronde, une prochaine conférence à l'Institut d'optique, on espère tous l'année prochaine. Je vous remercie beaucoup tous. Je vous invite maintenant à poursuivre ces échanges autour d'un buffet déjeunatoire. Vous allez être accompagné, le chemin va vous être indiqué par les nombreux étudiants qui sont là. Et vraiment, je veux encore les remercier, les étudiants de l'Institut d'optique qui se sont chargés de l'organisation de cet événement. Parce que ça a été très intéressant et instructif au niveau du son, par exemple. Voilà, il s'est passé des choses. Moi, j'ai appris des tas de choses aussi sur l'optique. Merci beaucoup. Bon, les problèmes de son n'ont épargné personne ce matin. Hein. Je suis désolé pour ça. Excusez-nous pour tous les petits problèmes techniques. Mais bon, je vais vous inviter à aller discuter de tout ce qu'on vient d'entendre autour d'un buffet qui a lieu à l'étage. Donc les étudiants qui s'occupent de l'organisation et moi-même allons vous accompagner jusque là-haut. N'hésitez pas à demander votre chemin. Voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie également les intervenants qui ont partagé avec nous tout ce qu'ils savaient. Merci.